soit tu as l'état d'esprit qui va bien et tu veux te développer et développer tes compétences et tu peux gravir les échelons facilement, soit tu te dis je reste dans mon canapé, il va rien se passer et puis tu restes toute ta vie là. Moi perso, j'ai choisi la première solution. Alors là, vous allez rire, c'est une anecdote qui est incroyable, mais c'est pourtant la vérité. Je leur dis, les gars, il faut que vous ayez un pouvoir de persuasion et de détail à l'écrit. La personne qui va signer le dossier ne peut pas dire non. Il faut que tout soit nickel pour que la personne n'ait plus qu'à dire oui. Ne laisse jamais un client se mettre à la place de ton fauteuil, qui que ce soit. Le gars, il peut être multimillionnaire, c'est toi le banquier, c'est lui le client. J'ai dû passer 7 ou 8 lundis où je faisais 7-8 visites par lundi avec les agents immobiliers. Je bouffais McDo dans la voiture, c'était dégueulasse, il pleuvait et tout, c'était incroyable. Mais tout ce que je voulais, c'était acheter un appart avec plus de 10% de rentable dans le centre de Toulouse. J'ai réussi à le faire. Ce discours, il est incroyable. Ça veut dire en gros, j'ai pas besoin de nouveaux clients. Ouais, j'ai pas besoin de business. Exactement. C'est incroyable. La banque a besoin de nouveaux clients pour vivre. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Limo sans cravate. Aujourd'hui, on accueille Thibaut Aimé. Salut à tous. Salut Thibaut. Alors, on a invité Thibaut parce qu'il a un parcours, vous allez le voir, très inspirant et intéressant. C'est un investisseur immobilier, mais qui a eu aussi un parcours dans la banque. On va revenir dessus parce que c'est un sujet qui aujourd'hui, pour nous, est très intéressant. Tout l'aspect financement des projets et qui est un peu le nerf de la guerre aujourd'hui. Donc, Thibaut, on va commencer par la première question qu'on pose toujours, à savoir, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore ? Ouais, bien sûr. Moi, déjà, je voulais vous remercier. Merci à toi, Alex, et merci à toi, Thibaut, de me recevoir ici dans votre joli studio. C'était cool de m'avoir invité et franchement, c'est un vrai plaisir de pouvoir se rencontrer aujourd'hui. On n'a jamais pris le temps en plus de se rencontrer en dehors de ce podcast-là, donc c'est vraiment chouette. On s'est croisés plusieurs fois sur des séminaires, mais en tout cas, ça me fait chaud au cœur que vous m'ayez invité aujourd'hui. Et voilà, donc pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thibaut Aimé, j'ai 37 ans. Je suis l'heureux papa d'un petit garçon de 9 ans qui s'appelle Nino. J'ai un parcours effectivement, comme tu l'as dit Thibaut, assez atypique puisque je viens pas du tout ni de la banque ni de l'immobilier. À la base, j'étais plutôt sportif de haut niveau puisque j'ai joué toute ma vie au tennis. J'ai dédié ma vie à ce sport durant de nombreuses années depuis que j'ai 5 ans en fait. J'ai eu un parcours atypique puisque j'ai réussi à allier tout ce qui est sport de haut niveau et études. J'ai eu l'immense bonheur d'avoir vécu une expérience de 6 ans aux États-Unis, notamment en Floride et au Texas. Donc c'était vraiment très chouette et ça m'a permis d'allier en fait le tennis à haut niveau et les études aussi qui étaient importantes pour ma famille et pour moi aussi du coup puisque j'ai pu allier les deux. Donc ça c'était, je me permets de te couper. Bien sûr. C'était à quelle période ça du coup c'est à quel âge que tu as pu partir là-bas Alors j'ai eu un parcours de vie un peu compliqué. J'ai perdu mon papa quand j'avais 19 ans. Donc période très difficile pour moi à ce niveau-là, partie d'une maladie en plus hyper prématurée. Donc période de vie compliquée et voilà, son rêve c'était vraiment de me voir jouer au tennis aux États-Unis et d'exploser dans ce sport. Donc j'aurais aimé être pro vraiment à très très haut niveau. Et quand il est parti, ma maman m'a dit faut que tu fonces, prends ton envol. Je te donne toute ma bénédiction, il faut que tu le fasses. Donc j'ai décidé de le faire, de cross the pond comme ils disent là-bas. Donc c'est traverser le lac qui est l'océan Atlantique et se dire je tente ma vie là-bas. J'ai pu développer ces compétences au niveau du tennis et avec le niveau que j'avais, les études étaient déjà payées avec une bourse. Donc c'est super intéressant pour les jeunes sportifs de haut niveau. Voilà, donc c'était à cette période-là, 2006-2007. J'y suis resté jusqu'en 2011, donc 5 ans. Jusqu'à la fin de tes études, du coup ? Exactement, ouais. J'ai eu double master en marketing finance que j'ai eu en université américaine. Et les 2 dernières années là-bas, j'ai réalisé mon rêve puisque j'ai pu jouer sur le circuit ATP pour ceux qui connaissent. C'est le circuit professionnel, mais j'ai pas joué le grand circuit avec les grands chelems, c'était plutôt les petits tournois pendant 2 ans puisque j'étais bien classé, mais très très loin quand même par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui à Roland-Garros ou quoi que ce soit. Ça me permettait pas de gagner ma vie confortablement. Ok, juste pour qu'on sache à peu près, t'étais classé combien ? J'étais, en France, j'avais un classement qui était bloqué à un niveau national. Et après, quand j'étais là-bas, j'ai pu évoluer aux alentours de la 700-800e place mondiale. Ok, c'est quand même... Voilà. Ouais, c'est un beau parcours quand même. Ouais, c'est chouette. Puis ça m'a permis surtout d'avoir une ouverture d'esprit énorme, de faire le tour du monde parce que on fait des tournois partout dans le monde, donc en Amérique du Sud, aux États-Unis, en Europe, en Asie, partout. Et d'ouvrir, de rencontrer énormément de gens, de se forger un mindset aussi. On y reviendra, je pense, tout à l'heure, mais c'est vraiment un de mes pourquoi aujourd'hui. C'est ce qui m'a permis de
de réussir dans ce que je fais. C'est le mindset que j'ai acquis pendant que j'étais là-bas. Donc voilà. Mais ça, c'est super important. Et puis, ça a dû, comme tu dis, t'apporter une ouverture d'esprit mais beaucoup plus importante que des... Oui, que si tu étais resté en France. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Bien sûr. C'est vrai que l'ouverture d'esprit, elle est hyper importante dans les métiers qu'on fait, que ce soit vous ou moi. Quand on est investisseur, quand on est entrepreneur, on ne peut pas se cantonner aux fausses croyances qu'on peut entendre. Alors je ne dis pas qu'en France, il n'y a que des fausses croyances, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui réussissent avec un état d'esprit très européen et très français. Mais voilà, moi je me reconnais plus dans cet état d'esprit de culture de risque et d'opportunité en fait, qu'on peut saisir dans notre vie de tous les jours. Et c'est là-bas que j'ai réussi à acquérir cet état d'esprit qui m'aide beaucoup aujourd'hui. Voilà. Après, effectivement, quand je suis rentré en France, du coup, comme pour finir sur ma présentation, comme j'avais acquis pas mal de compétences en marketing et en finance, je suis arrivé dans la banque tout naturellement, parce que quand je suis arrivé en France, j'étais encore pro au tennis, mais je gagnais plus de sous, j'avais plus de bourse d'études, donc il fallait que je gagne ma croûte à côté pour pouvoir payer mes tournois, mes déplacements, etc. Et c'est tout naturellement en fait que je me suis intéressé à la banque, parce que j'avais tout simplement des potes qui étaient banquiers, et ils m'ont dit franchement, tu verras, le métier est hyper intéressant, tu as fait de la finance, tu es bilingue, donc tu vas pouvoir t'insérer dans des agences où il y a de la clientèle anglophone, etc. Donc c'est tout naturellement que je suis venu dans le métier de banquier, et c'est le seul que j'ai fait depuis 11 ans maintenant. Ok, super. Et du coup, comment tu as évolué dans ce domaine-là, dans le domaine bancaire? Est-ce que tu es arrivé, est-ce que tu n'as pas le même poste aujourd'hui que quand tu as démarré? Ouais, c'est clair. Après, voilà, on se doit aussi, c'est ce que j'explique à tous les jeunes que je forme aujourd'hui. La banque, c'est un métier qui est hyper diversifié. D'ailleurs, c'est pas un métier, c'est 1000 métiers, la banque. Donc je suis arrivé comme tout le monde au guichet à faire des retraits et des virements et à répondre au téléphone. Ça a duré à peu près 5-6 mois. Et après, encore une fois, ça dépend de ce que tu veux faire. Soit tu as l'état d'esprit qui va bien et tu veux te développer et développer tes compétences et tu peux gravir les échelons facilement. Soit tu te dis, je reste dans mon canapé, il va rien se passer, et puis tu restes toute ta vie là. Moi, perso, j'ai choisi la première solution. En fait, j'ai fait 2 groupes bancaires. Je ne sais pas si on peut les citer, mais voilà. C'est pour toi, après nous. Oui, non, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai travaillé pendant 1 an et demi à la Banque Populaire au tout début en région toulousaine. Ça se passait très, très bien. Et j'ai rencontré mon épouse pendant que je travaillais à la Banque Populaire. Et il se fait qu'on habitait du coup un petit peu loin de Toulouse. Donc, c'était compliqué pour moi de rester au niveau géographique, parce que j'avais 2 heures de route le matin, 2 heures le soir, etc. Donc vite, j'ai pu basculer sur un autre grand groupe pour lequel je travaille depuis maintenant 10 ans, qui est le Crédit Agricole. Donc je suis aussi rentré en tant que guichetier, à l'accueil tout simplement. Et au fur et à mesure, j'ai développé mes compétences. Je suis vraiment, j'ai une appétence à la clientèle, au challenge et tout ça. Donc j'étais simple conseiller pendant un moment sur le marché des particuliers notamment. Et puis après, j'ai pu vraiment réaliser mon objectif de carrière, puisque je voulais vraiment, en fait, quand je suis rentré au Crédit Agricole, ce qui m'a beaucoup plu, c'est l'école de formation qu'on m'avait donnée, c'est-à-dire que je n'étais pas lancé au milieu de la foule comme ça. Donc en fait, on est très bien formé au Crédit Agricole, et mon but, c'était vraiment de pouvoir retranscrire cette formation et de pouvoir retransmettre ces compétences aux jeunes qui rentrent. Et du coup, ça fait un peu plus de 3 ans maintenant que je suis moniteur formateur au Crédit Agricole, et du coup, je forme les banquiers aujourd'hui sur leur futur métier en autonomie dans leurs agences respectives, que ce soit sur le marché des parts ou des pros. Voilà, donc c'est hyper enrichissant au niveau humain. Ouais, ça doit être très, très gratifiant aussi. Et du coup, t'as plus d'activité de conseil ou Non. Ok. En fait, aujourd'hui, j'ai plus du tout d'activité en portefeuille ou de relations clients directes. Alors la relation client directe, si, puisque je les accompagne en entretien. C'est-à-dire que dans leur journée de travail, ils ont des entretiens bancaires, de financement, de toutes sortes de choses, d'assurance, etc. Donc je participe à des journées avec eux où je les accompagne en clientèle, en face à face avec le client, pour pas qu'ils se sentent perdus, et puis qu'on puisse faire des entretiens en trinôme aussi. Donc c'est hyper intéressant, et ça permet de transmettre du coup la posture à avoir en entretien, chose qui est très importante aujourd'hui, et notamment dans le financement bancaire. Quelle est la posture que le client doit avoir envers toi, mais quelle est la posture que toi, en tant que banquier, tu dois avoir en face de ton client? Quelle est la posture professionnelle que tu dois apporter, et la découverte des besoins, etc. Enfin, c'est hyper enrichissant, et je me régale à faire des entretiens comme ça. Ouais. Tu disais qu'il y a 1000 métiers dans la banque. Nous, en tant que particuliers et investisseurs, on ne se rend pas trop compte, à part les demandes de financement, les demandes de crédit conso, crédit voiture, et aussi les assurances. Bon, maintenant, il y en a beaucoup qui se sont mis aussi à la téléphonie pour grossir aussi
Leur part de marché, ouais. Exactement, leur part de marché. Il y a 1000 métiers, mais il doit y en avoir d'autres encore. Là, j'en ai cité quelques-uns, mais... Il y a plein de métiers, comme tu disais, effectivement, il y a aujourd'hui beaucoup de banques qui font tout et n'importe quoi. Je suis désolé de dire ça, mais c'est vraiment la vérité. Il y en a qui font de la téléphonie, des systèmes d'alarme, etc. Voilà, nous, on est vraiment centré sur le cœur du métier de banquier, à savoir la banque et l'assurance. Presque aujourd'hui, l'assurance prend une part plus importante que la banque parce qu'en termes de PNB, de produits nets bancaires, ça rapporte plus à l'établissement financier. Mais voilà, aujourd'hui, le cœur de notre métier, c'est l'épargne, l'assurance, le financement. Et le financement, aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. On se l'est dit avant de commencer cet épisode, mais c'est clairement ça. Et voilà, aujourd'hui, les gens qui ont envie d'évoluer dans la banque, ils peuvent aller sur du financement, ils peuvent aller sur de la gestion de patrimoine, ils peuvent aller sur des métiers un peu back-office au siège pour aller gérer le risque. Toutes ces choses-là qui sont hyper importantes dans le métier de la banque, qu'on ne voit pas forcément quand on est investisseur ou simple particulier à côté. Et pourtant, c'est autant de métiers qui sont là et sans qui les investisseurs ne pourraient pas emprunter de l'argent, lever de la dette et du coup réaliser leurs projets. Ouais, carrément. Et justement, on a dit en intro un peu que en plus de ton parcours du coup dans la banque, tu étais aussi investisseur. Donc pour revenir là-dessus, comment t'es arrivé à découvrir l'immobilier ? Alors là, vous allez rire, c'est une anecdote qui est incroyable, mais c'est pourtant la vérité. Je suis rentré des États-Unis, comme je vous le disais, en 2011-2012. Et un soir, en fait, j'avais un ami qu'on a en commun, Thomas Dardour, qui est passé sur le podcast d'ailleurs. Qui est passé sur le podcast. En fait, on a un parcours qui est un peu similaire. Enfin, c'est un ami d'adolescence, je dirais, de collège-lycée. On s'est retrouvés d'ailleurs aux États-Unis là-bas plusieurs fois, donc c'est assez incroyable. Et un soir, on était en France chez moi, en train de boire une bière autour de la piscine. Et je me plaignais un petit peu, je faisais mon français vieux jeu en disant punaise, mais alors je me plaignais pas de ce que je faisais parce que j'adore mon métier, mais je me plaignais plutôt du ronchonisme des Français et de ce qui se passe ici. Et je me disais, mais finalement ici on n'aura jamais de retraite, etc. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour gagner de l'argent et sans forcément travailler ou aller plus loin en tout cas et d'avoir des revenus complémentaires. Je savais même pas qu'il faisait de l'investissement immobilier, il a commencé genre 1 an ou 2 avant moi et il me disait achète un appart. Et du coup, j'ai dit, ouais, pourquoi pas. Du coup, on a développé cette conversation. J'ai commencé à me former sur cette partie-là, que je connaissais plus ou moins déjà de loin, parce qu'aux États-Unis, c'était ultra développé. La location courte durée, notamment, etc., était déjà arrivée. Probablement plus qu'en France à l'époque. Ouais, ils avaient un peu d'avance sur nous à l'époque. Donc du coup, je voyais ce qui se passait là-bas, mais je pensais pas que c'était possible de le faire en France. Du coup, je me suis formé comme tout le monde. J'ai pris des formations, j'ai travaillé, j'ai regardé du contenu gratuit aussi. J'ai passé des heures et des heures et des heures et des heures. Je suis un battant, donc je me suis dit, je suis pas plus bête qu'un autre, je vais y arriver. Donc je me suis passionné pour ça. Et puis j'ai commencé par acheter un premier appart avec ma femme. D'ailleurs, elle était pas au courant. Je suis rentré chez moi un soir, je lui ai dit, vas-y, j'ai acheté un appart. Elle m'a dit, j'espère que tu rigoles. Je dis, non, c'est la vérité. Du coup, on a rigolé ensemble et puis voilà, on l'a mis en location meublée. J'ai commencé à m'intéresser vraiment pour le coup à la location courte durée derrière en discutant avec Thomas, etc. Et voilà, on en a acheté 2, 3, 4, puis un immeuble. Et puis voilà, je me suis spécialisé dans la location courte durée et c'est quelque chose qui me passionne aujourd'hui. Et c'est mon début d'entrepreneuriat en France. Bien sûr. Parce que je me mets en mode comme vous et comme les entrepreneurs que je rencontre. On est en mode chef d'entreprise à côté de notre boulot, donc c'est beaucoup de temps, etc. Mais c'est passionnant de faire ça à côté, quoi. C'est clair. Non, carrément. C'est un peu, un investisseur, c'est comme un chef d'orchestre au final qui chapeaute un peu tout le monde pour réaliser un bon projet et avoir le meilleur rendement possible. Donc clairement, c'est ça. Pour moi, l'investissement immobilier, c'est de l'entrepreneuriat. Exactement. Ouais, complètement. Du coup, moi, j'ai une question qui me vient en tête là de suite. C'est que du coup, à l'époque, tu étais à la banque. Est-ce que ça t'a aidé, justement, le fait de travailler à la banque pour ton propre financement ? Au moins, en tout cas, peut-être dans la compréhension de comment ça marchait, je me doute. Alors, tu as complètement raison. En fait, ça m'a aidé uniquement dans la compréhension de ce que j'allais faire, dans la partie fiscalité, dans la partie de savoir comment j'allais monter mes dossiers, comment pouvoir les présenter aux banquiers, etc. Ouais, parce que tu savais ce que la banque attendait finalement comme format. Exactement, ouais, tout à fait. En fait, la posture du banquier et du client, en fait, je la connaissais de par mon métier. Donc ça m'a vraiment aidé là-dedans et ça m'a conforté dans l'idée que l'investissement immobilier était une bonne opportunité pour moi. Après, est-ce que le fait de travailler en banque m'a aidé pour obtenir des financements ? Clairement non. Parce que les conditions de financement quand on est employé d'une banque sont presque plus difficiles
que pour un client. Ouais. Alors on a des avantages, tu vois, au niveau tarifaire, au niveau des taux d'intérêt, etc., au niveau des garanties aussi des prix immobiliers, mais pas du tout en termes d'octroi de crédit. D'accord. Et d'ailleurs, j'ai pas du tout l'intégralité de mon patrimoine au Crédit Agricole, pas du tout. Ok, ouais, comme quoi. Ok, ouais. Ouais, très bien. Ouais, donc ça t'a plus aidé dans la compréhension de comment il fallait. Ok, je vois. Tout à fait. Oui, c'est sûr. Et du coup, pour en revenir à ton parcours d'investisseur, du coup, premier appart, c'était quand? C'était 2018. 2018, Ouais, d'accord. 2018. En fait, on a enchaîné, hein, clairement. Ouais. On s'est pas arrêté à 1. C'était un petit studio, alors un studio T2 d'ailleurs, que j'ai toujours. Une petite pépite là que j'avais trouvé dans une ville pas très loin de chez moi. J'avais parlé à l'agent immobilier qui était pas très compétent pour le coup, qui m'avait dit t'es fou, tu vas faire de la location meublée, etc. Tu vas jamais y arriver, etc. Et puis finalement, on l'a mis en location meublée direct et ça a très très bien marché. J'avais du cash flow déjà, genre j'avais 120 ou 150 euros de cash flow en location meublée, donc c'était top. Ouais. Et du coup, quand j'ai commencé à me développer sur la partie location courte durée, à continuer ma formation, etc. à ce niveau-là, bah, j'ai dit à ma femme, à partir du moment où la jeune étudiante qu'on avait dedans va partir, bah, on va upgrader l'appart. En fait, on va le rendre plus joli, on va le mettre vraiment en mode location courte durée. On va voir ce que ça donne. Elle m'avait dit, ah bon, t'es sûr et tout, on est quand même dans une ville, voilà. Et finalement, ça a très bien marché. Et aujourd'hui, il est toujours en location courte durée et je le garde parce que je ne l'ai pas payé cher pour le coup. Et c'est un actif qui me rapporte de l'argent tous les mois. Et... Ouais, c'est clair, mais puis déjà, tu sais que si en location longue durée classique, déjà, s'il était très rentable, alors... Comme quoi aussi, je me dis d'écouter les autres et surtout les non-sachants et se créer aussi nos propres barrières psychologiques. Tu aurais écouté l'agent IMO, tu n'aurais pas fait de location meublée. Exactement. Et tu serais pas passé au-dessus des barrières psychologiques. Tu n'aurais peut-être pas fait de location courte durée dans cette ville et tu serais peut-être passé à côté d'un beau projet très rentable au final. Exactement, et c'est ce que je dis à chaque personne que je rencontre et qui commence l'investissement immobilier. Moi, j'ai eu beaucoup de chance, mais en même temps, je me la suis créée, cette chance, et je pense que c'est pareil pour vous. Je dis à tous ces gens-là, entourez-vous de gens qui ont déjà réussi à faire des choses. Et il y a une phrase qui dit qu'on est que la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus, ce qui est à peu près vrai. Hein. En général, voilà, quand on est investisseur, nos potes, ils sont aussi investisseurs. Quand on est joueur de tennis, ils sont aussi joueurs de tennis. Il y a peu de chances qu'on soit potes avec des joueurs de curling ou j'en sais rien, tu vois. Et c'est ça, en fait. Quand on rencontre des gens qui ont déjà fait ce qui nous tient à cœur, on prend les conseils et ces choses-là. Donc, du coup, on est bien entouré. Ça évite aussi de faire des erreurs de débutants, entre guillemets. Et le fait d'être bien entouré nous aide beaucoup. Et je pense que vous êtes aussi passé par là, comme tout le monde. Et ça permet effectivement de faire des belles choses et d'éviter de se vautrer sur les premiers projets et de perdre de l'argent et de se dégoûter, et de se dire aussi. finalement, et beaucoup de temps, et de se dire finalement, mais en fait, c'est pas pour moi, alors qu'on est passé à côté d'un truc qui était très simple et qu'on n'a pas exploité d'entrée, quoi. Ouais, carrément. Et du coup, je vais changer un peu de sujet. J'aimerais qu'on parle aujourd'hui du financement, comme on l'a dit tout au long de cet épisode, c'est le nerf de la guerre. et j'aimerais savoir aujourd'hui, parce qu'il y a avec la montée des taux, les conditions aussi qui se sont durcies avec les normes HCSF, au Conseil de stabilité financière. Ouais, même si c'est plus tout récent maintenant, mais en tout cas, on est dans une période où les taux sont hauts, où il n'y a plus aussi les mêmes façons de calculer l'endettement que les taux d'endettement qu'à une époque. Et c'est justement comment arriver à obtenir un financement avec les meilleures conditions de financement possibles. Alors, après, il n'y a pas de secret, il faut quand même aussi avoir une situation assez stable. Ça, bien évidemment, ne pas avoir des dépenses... Winamax sur les comptes tous les mois, parce qu'il y a certaines règles quand même à respecter. Mais comment arriver et faire la différence auprès d'un conseiller bancaire, en fait, c'est ça surtout. Ouais, déjà, en fait, la différence pour moi, elle se fait à 2 niveaux. Déjà, la première, c'est au niveau de l'investisseur, on va y revenir, et la deuxième, elle se fait effectivement au niveau du banquier. Il y a beaucoup de gens qui commencent l'investissement immobilier et qui se disent je vais aller lever de la dette, 150 000 balles ou 200 000 balles, et qui finalement eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils vont en faire. C'est vrai, ça fait sourire, mais c'est souvent le cas. On va voir la banque pour savoir combien elle peut nous prêter, mais finalement on n'a pas de projet derrière. Donc la première chose à faire,
clairement aujourd'hui, si on veut avoir un accord de financement pour un projet, c'est que soi-même connaître son projet. Et c'est effectivement ce que j'essaye de dire aux gens que je rencontre à mon petit niveau, c'est de dire, voilà, tu veux aller lever un projet, déjà avant d'aller voir la banque pour savoir combien tu peux emprunter, toi maîtrise ton projet. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que c'est un appart? Est-ce que c'est un immeuble? Est-ce que c'est une maison? Ça peut être une résidence principale. On parle d'investissement immobilier là, mais ça peut aussi être une RP. Mais déjà connaître son projet. Ensuite, comment je l'achète? Est-ce que je l'achète tout seul? Est-ce que je l'achète en société civile immobilière? Est-ce que je l'achète en SAS? Est-ce que je l'achète en indivision? Pourquoi je veux l'acheter de cette manière-là? Est-ce qu'il y a une incidence fiscale ou est-ce que c'est juste parce que j'y connais rien donc j'y vais comme ça? Donc en fait, la première des choses, c'est un travail d'introspection au niveau de l'investisseur et de connaître son projet. Et à partir du moment où on connaît son projet de A à Z, voilà ce que je veux acheter, voilà comment je vais l'exploiter, voilà comment je vais l'acheter. Déjà, ça va donner du crédit à la banque et se dire, tiens, cette personne-là, même s'il débute dans l'immobilier, son projet, il est carré. C'est-à-dire que je ne vais pas forcément pouvoir lui dire non parce qu'il maîtrise son truc. Après, bien sûr, il faut que le projet soit rentable. Si tu achètes un bien 300 000 euros et que tu le loues 300 euros, la banque va te dire non. Il faut que ça soit aussi en adéquation avec ses finances aussi personnelles. Exactement. Mais après, tout est à peu près possible et aujourd'hui, le financement, malgré le durcissement des taux, etc., j'y reviendrai dans quelques instants, mais c'est encore possible de se faire financer. Effectivement, dans la plupart des cas, dans 80-90% des banques, il faudra mettre de l'apport, au moins les frais de notaire, les frais de dossier, les frais de garantie, etc. Mais c'est encore possible de se faire financer et voilà, malgré ce durcissement-là. Donc la première des choses, c'est déjà maîtriser son projet de A à Z et connaître tous les tenants et les aboutissants avant d'aller voir la banque. Ça évite de passer pour quelqu'un qu'on n'est pas et quelqu'un qui ne maîtrise pas son truc et du coup, la banque va donner peu de crédibilité à ces personnes-là. Je comprends. Quand tu parles de maîtriser son projet, du coup, est-ce que c'est... parce qu'il y a aussi la question de... je coupe la question en deux, du coup, mais la question de est-ce qu'il faut aller voir est-ce que c'est intéressant d'aller voir la banque avant qu'on ait un projet justement concret ou après? Moi, je sais qu'avec Alex, on est partisan d'aller voir une banque qu'une fois qu'on a quelque chose de signé, quoi. Moi, je pense que vous avez raison parce que finalement, quand tu vas voir la banque pour savoir combien tu peux emprunter, c'est déjà entre guillemets, je suis désolé, mais une perte de temps pour le banquier parce qu'il y a un premier rendez-vous qui ne sert pas à grand-chose et finalement, peut-être que la personne ne va pas aller au bout. Du coup, c'est de la perte de temps pour tout le monde. Moi, je dis aux gens, sachez ce que vous voulez faire, connaissez votre projet, limite signez un compromis et après, vous allez voir la banque. Aujourd'hui, c'est très facile sur Internet. Vous allez sur Meilleur Taux. Je vous dis une bêtise, mais vous allez sur Meilleur Taux, parce que moi, j'ai une calculette financière, mais tout le monde ne l'a pas, de se dire, voilà, je gagne tant par mois. Aujourd'hui, à combien je peux prétendre pour aller voir la banque sans dépasser 35% d'endettement en empruntant sur 20 ans à 3,80. Vous faites ça sur Meilleur Taux, il y en a pour 30 secondes. Oui, il y en a plein des simulateurs. Exactement, c'est des simulateurs clairement de financement, tout simplement. C'est gratuit. Et du coup, la capacité de financement, on l'a. Donc à partir du moment où le projet est cohérent, vous allez voir votre bien, vous le négociez, vous faites une offre. Une fois que l'offre est acceptée, vous signez un compromis chez le notaire. Quoi qu'il arrive, il y a 10 jours de rétractation et quoi qu'il arrive, il y a une clause de conditions suspensives d'accord de prêt. Donc du coup, c'est à ce moment-là qu'il faut aller voir la banque et se dire, voilà, moi j'ai un projet, il est solide, voilà pourquoi je l'achète, voilà combien je l'achète, voilà combien il va me rapporter, voilà comment je l'achète et je viens vous voir pour ça. Maintenant, il faut être réactif, je vous apporte tous les documents qu'il faut, donc c'est une liste de documents nécessaires exhaustifs pour que le banquier ne perde pas de temps et ça donne aussi de la crédibilité quand on va voir la banque. Et à partir du moment où on est OK, il n'y a aucune raison d'avoir un refus de financement. Et si c'est le cas, il n'y a pas qu'une banque. Il faut pas s'arrêter à 1, 2, 3 ou 5 banques. Donc ça, c'était le côté investisseur. Maintenant, si on va du côté banquier, sur ce que tu as... Ouais, la deuxième partie, c'est du coup le côté banquier, la personne qui va vous prêter. Là, il y a clairement un travail, ou en tout cas une recherche du banquier et du partenaire. Moi, je dis toujours qu'il faut se créer une équipe quand on investit et quand on est entrepreneur. Dans l'équipe, il y a qui? Il y a le notaire, il y a le comptable, il y a les femmes de ménage si on fait de la location courte durée, mais il y a aussi le banquier, et surtout le banquier. Il y a les agents immobiliers aussi. Mais le banquier, en fait, c'est un partenaire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive, en tant qu'investisseur, à avoir un pouvoir de persuasion en entretien qui va faire que cette personne-là va nous faire confiance. Et j'entends beaucoup trop de gens aujourd'hui qui me disent « Oui, je suis allé voir le directeur de telle agence, je suis allé voir le directeur de secteur de la caisse d'épargne ou je ne sais pas où. » Et finalement, j'ai des refus. Ok, peut-être que tu n'as pas le bon interlocuteur en fait. Et l'interlocuteur, encore une fois, on en revient à l'humain, mais c'est pas le grand directeur de banque, c'est pas le grand directeur de secteur ou de région ou quoi que ce soit. C'est la personne qui va être à même de comprendre ton projet. C'est tout.
Et pour ça, ça peut être un simple conseiller particulier qui aime l'investissement immobilier ou sur un studio meublé classique, il n'y aura aucun problème. Si ça va un peu plus loin sur, j'en sais rien, un investissement en SAS ou en SCI à l'IS ou quoi que ce soit en société, eh ben, ça sera peut-être un chargé pro, donc quelqu'un qui aura la compétence pour gérer les comptes professionnels, qui va comprendre le truc. Effectivement, il y a peu de chances que, je sais pas, moi ou vous arriviez en entretien bancaire en disant je veux lever 600 000 pour un immeuble de 7 lots en SCI à l'IS parce que fiscalement c'est intéressant et le banquier, ça fait 1 an qu'il est là et il est sur un portefeuille de particulier, il va vous regarder de manière stratosphérique parce qu'il n'aura jamais entendu ça. Parce que c'est pas le bon interlocuteur que vous avez en face. À partir du moment où on a le bon interlocuteur et le bon cœur de métier pour savoir en fait que la personne comprenne notre projet, pas de problème, vous allez avoir une discussion d'investisseurs et aujourd'hui il y a des banquiers qui sont formés pour ça, que j'ai formés au début et qui maintenant ont évolué vers des métiers de pro par exemple, qui gèrent des grosses entreprises et une holding ça leur fait pas peur parce qu'ils en font tous les jours finalement. Donc c'est ces personnes-là qu'il faut aller voir. Et des fois c'est ça aussi qui est compliqué, c'est de trouver le bon interlocuteur quand on n'a justement pas quand c'est notre premier pas dans l'investissement et que du coup c'est le premier financement qu'on fait, qu'on n'a pas forcément eu de contact auparavant avec la banque, alors à part le banquier qui tient notre compte courant, mais c'est pas forcément le bon interlocuteur non plus. Il faut aller le chercher. C'est-à-dire que voilà monsieur le banquier, aujourd'hui je sais pas, j'ai 4 investissements locatifs dans une autre banque, j'ai envie de travailler avec vous parce que le contact passe bien. Voilà mon projet qui est de lever 600 000 euros pour acheter un immeuble, on va le faire à 2 avec mon associé en SCI à l'IS. Pourquoi à l'IS ? Parce que c'est hyper important au niveau de la fiscalité machin. Est-ce que vous avez la compétence pour me répondre ? Si c'est pas le cas, je l'entends tout à fait. Il faudrait juste que vous me trouviez la bonne personne dans votre agence ou à côté pour que je puisse le rencontrer et qu'on puisse avoir un rendez-vous. Voilà, j'ai pas envie de vous faire perdre votre temps et j'ai pas envie de perdre le mien non plus. Donc voilà, tout ce que je veux. Et aujourd'hui, la synergie, c'est un mot qui est hyper important dans les banques. La synergie, c'est quoi ? C'est faire la passe quand on n'est pas capable de transformer l'essai, tout simplement. Voilà, la synergie, c'est hyper important aujourd'hui dans le réseau de proximité, dans toutes les banques. Donc, c'est aller trouver le bon interlocuteur. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui est quand même cool dans les banques, c'est que à l'époque, c'était très archaïque. Je dirais, c'était mon client, c'est mon client, mes objectifs, c'est mes objectifs, etc. Aujourd'hui, on est en train de casser ces codes-là et ça, c'est très bien. C'est-à-dire que le client n'appartient plus à une banque ni à une agence. Il appartient à l'entité du groupe. Exactement. Donc, si la personne n'est pas capable de répondre à mon besoin, qu'importe, je vais trouver la bonne personne qui va être capable d'y répondre. Voilà. Donc, en fait, l'interlocuteur est primordial aujourd'hui pour aller chercher un financement bancaire et je dirais c'est presque plus important que connaître soi-même son projet. À partir du moment où on sait ce qu'on veut faire, c'est la personne qui va être capable de prendre la décision ou en tout cas de le présenter de manière hyper fluide et que ça passe. Carrément, ça a été le cas pour nous deux aussi, parce qu'on a des situations assez particulières. On a investi récemment, là, durant l'année, et aujourd'hui, on est entrepreneur, donc on a lancé nos boîtes, et on n'avait pas forcément d'ancienneté sur les exercices liés à l'activité. Et il a fallu trouver quelqu'un qui comprenne ce qu'on voulait faire. Et qui comprenne aussi notre boîte, ce qu'on développait à côté, enfin tout. Vous avez trouvé ? Ouais, on a trouvé. Bon, c'était pas forcement évident. Pas facile. C'était pas évident, mais on a trouvé et puis ça l'a fait. Ils nous ont fait confiance aussi et je les en remercie. Et derrière, c'est jouer le jeu aussi avec... entre guillemets les contreparties, c'est pas forcément des contreparties parce que c'est construire une relation gagnant-gagnant et je pense que tu vas y venir aussi. Non, mais tu vois, tu me spoiles le truc, mais tu as parfaitement raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas pas chercher une banque comme il y a 10 ans en disant prête-moi 200 000 et je m'en vais, on se revoit plus. Le banquier, il faut aussi comprendre qu'il a des émotions. C'est-à-dire que moi, quand j'étais banquier, j'ai financé des jolies voitures, j'ai financé des jolies maisons, etc. J'aimais bien que mes clients ils viennent me voir après en me disant tiens voilà c'est top, regarde et tout, tu m'as fait confiance, regarde la maison et tout, c'est chouette. C'est chouette pour le client de remercier la personne et c'est chouette pour le banquier de se dire voilà j'ai pas signé un truc de 200 000, j'ai aussi financé des murs, enfin c'est chouette, tu vois, un immeuble de rapport rénové, machin, des locations courte durée. On a aussi des émotions et effectivement on n'est pas qu'une roue du carrosse en disant file-moi mon taux à 2% et je te revois plus. La relation gagnant-gagnant, elle est hyper importante. Et aujourd'hui, je vous disais que je mettais pas tous mes œufs dans le même panier et que j'avais plusieurs banques.
Et ben aujourd'hui, j'ai plusieurs banques, mais j'ai aussi plusieurs assurances dans plusieurs banques différentes. J'ai de l'épargne pour mon fils ailleurs qu'au Crédit Agricole. J'en ai aussi au Crédit Agricole. Il faut diversifier. Et aujourd'hui, le banquier, il a des objectifs. Donc le gars, il faut lui dire, ben voilà, moi aujourd'hui, tu vas jouer le jeu en me prêtant de l'argent et en me faisant confiance sur le projet. Le but, c'est que tu me fasses confiance sur un autre projet peut-être. Et en attendant, bah, moi, je m'engage à telle et telle chose. Enfin, je veux dire, domicilier les revenus locatifs d'un projet quand le banquier vous fait confiance, c'est la base. Et pourtant, tout le monde ne le fait pas. L'assurance du bien, c'est la base. Enfin, le banquier, il vous finance un bien, j'en sais rien, moi, un appart à Toulouse à 150 000 euros, un studio. La base, s'il vous prête de l'argent, c'est qu'il connaît le bien puisqu'il vous accepte de vous le financer. Donc la base, c'est de le protéger avec lui. Enfin, c'est des choses qui sont toutes bêtes. On n'y pense pas forcément, mais moi je le propose même avant l'entretien. Je dis voilà ce qui va se passer, voilà ce que je souhaite et voilà ce que je vais vous apporter. Et c'est même pas du marchand de tapis, c'est juste du bon sens. C'est du bon sens. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est le banquier, ça fait partie de notre équipe en tant qu'investisseur. Et aussi, comme tu le disais aussi tout à l'heure au début, aujourd'hui les banques elles gagnent pas forcément d'argent à faire des crédits. Et beaucoup plus, en fin de compte, sur les assurances qu'elles proposent. Ouais, clairement, les assurances, les cartes, tout ça, c'est des produits à forte valeur ajoutée pour eux. Et finalement, nous, qu'elles soient au Crédit Mutuel, à la Banque Pop ou chez Generali, on s'en fiche. Tout ce qu'on veut, c'est qu'on soit bien sûr bien couvert et que le banquier puisse nous suivre sur d'autres projets derrière. Et à partir du moment où ça se passe bien, où chacun respecte ses engagements, il n'y a pas de raison d'avoir de nom derrière. Alors après, on peut y revenir, mais il y a des limites de délégation aussi en termes de montant, etc. Si vous allez voir 15 fois le même banquier pour 15 projets en 2 ans, il va vous dire au bout d'un moment stop parce que je peux plus. C'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il peut plus. Même si vous avez la crédibilité et les projets qui sont fiables derrière. Il y a trop de risques. Il peut pas supporter tout le risque sur son établissement financier, ce qui est logique. Mais une équipe, c'est plusieurs personnes. Donc on peut avoir plusieurs banquiers et plusieurs banques. Je pense que même aujourd'hui, on en parlait aussi avec Julien Calamotte qui est intervenu sur le podcast. Mais de se multi-bancariser, c'est devenu important. Aujourd'hui, si on veut avancer et avoir une croissance importante dans le domaine de l'investissement. Oui, voilà, si tu veux continuer à investir, effectivement, au bout d'un moment, t'as pas trop le choix, je pense. Ouais, il faut respecter les règles du jeu, rien cacher et avancer. Bien sûr. Bien évidemment, ouais. Et du coup, tu parlais de l'importance du conseiller, qu'il faut tomber sur un bon conseiller. Moi, j'avais une question, c'est du coup, quel est concrètement le pouvoir de décision, ou en tout cas le pouvoir que le conseiller peut octroyer. Peut octroyer. Enfin, quel pouvoir il a en fait sur le projet s'il accepte de nous suivre, si on l'a convaincu. Lui, quel pouvoir il va avoir pour appuyer ou non le dossier d'ailleurs. Alors c'est compliqué de répondre à cette question parce que chaque banque a des grilles de délégation et des pouvoirs tarifaires différents. Donc je vais te répondre avec ce que moi je sais. Dans la banque dans laquelle je travaille, le pouvoir est très faible. Voilà, pour un conseiller particulier, par exemple, mais même pour un conseiller pro. Je crois qu'ils ont délégation pour signer des prêts jusqu'à 300 000 euros d'encours maximum. D'encours, ça veut dire que quelqu'un qui a déjà sa résidence principale avec 250 000 d'encours, techniquement, il lui reste 50 000 pour un appartement locatif, si lui veut signer le prêt. Mais en même temps, c'est pas grave, parce que c'est pareil. Les personnes que je rencontre, j'essaye de leur dire, pour mettre toutes les chances de votre côté au niveau de votre financement, je leur dis, préparez un dossier béton, un dossier bancaire béton. Alors, qu'est-ce qu'il contient ? Enfin, moi, j'ai le mien qui est propre, que j'ai créé et qui fonctionne très bien. Il comporte le patrimoine avant, il comporte le patrimoine après, il comporte l'état civil, qu'est-ce que j'ai, où est-ce que je vais, ce projet, combien il me rapporte, le projet en cours, du coup, combien il va me rapporter par rapport à combien je demande, enfin, toutes ces choses-là. Et finalement, en fait, ce truc-là, c'est l'octroi de prêt. C'est-à-dire que je lui apporte sur son bureau ce que le banquier veut. Donc je lui mets sur son bureau en lui disant en gros je le fais. En gros je montre ce dossier au banquier et je lui dis si t'as pas la délégation c'est pas grave, montre juste ça et n'importe qui puisse lire ce document dise vas-y c'est bon, il y a tout dedans. Il y a les normes d'endettement, les ratios, les restes pour vivre, etc. Et du coup ça montre un professionnalisme au niveau de la banque. En disant, en gros, même si tu n'as pas de délégation, tout ce que tu as à faire, c'est présenter ce truc-là. Je le fais de manière très simple pour que n'importe qui soit capable de le comprendre. D'ailleurs, je l'ai fait lire à des gens qui ne sont pas du tout dans la banque et qui essayent de comprendre le truc. Et ils me disent, en fait, c'est parfait parce que du coup, il y a tout dedans. Et en présentant ce truc-là, derrière, ça roule. Donc, les pouvoirs de délégation sont faibles. Les directeurs d'agence sont un peu plus. Ils ont jusqu'à 600 ou 700 000 euros. Ouais, j'allais dire en agence, quand même, il y a
Enfin, il y a des strates, on va dire, c'est le conseiller, l'agence, et puis après C'est ça. peut-être le siège, quoi. Le conseiller fait passer au directeur d'agence, 600, 800 KE d'encours, je sais plus. Et après, ça part au siège. Mais un dossier qui part au siège ne veut pas dire refus. Mais par contre, là, ce qui est embêtant, et c'est là où je mets énormément de cœur à l'ouvrage dans mon métier de formateur, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont peu de pouvoir rédactionnel. Pour eux, il est facile le dossier, donc ils le balancent comme ça. Sauf que la personne qui est au siège et qui va valider le dossier, il n'a pas le client en face. Donc il doit être capable de dire oui ou non sans avoir vu le client. Et là, c'est compliqué. Donc moi, en fait, mon job, c'est de dire à ces gens, à mes conseillers, à mes petits jeunes que je forme, je leur dis, les gars, il faut que vous ayez un pouvoir de persuasion et de détail à l'écrit. Et c'est pas facile de retranscrire un truc sur une fiche en disant, la personne qui va signer le dossier ne peut pas dire non. Il doit pas t'appeler 5 fois pour savoir c'est quoi son taux d'endettement, combien il lui reste pour vivre, il a combien de projets, il a combien de banques, machin, c'est mort. Il faut que tout soit nickel pour que la personne n'ait plus qu'à dire oui. Parce qu'un conseiller, du coup, si toi, tu as préparé ton dossier en amont, un conseiller ne peut pas envoyer ton dossier tel quel au siège, je suppose. Je suppose qu'il y a un formalisme. Ah oui, à lui, adopter. il a son formulaire d'octroi, mais Ouais, clairement, voilà. il recopie Oui, il recopie, ce qu'il y a dessus. Ouais, Quoi, ok. voilà. Mais Ok. effectivement, si le dossier part plus haut, il faut qu'il ait ce pouvoir de persuasion, parce que la personne qui signe un dossier, il n'a pas vu le client. Et Oui, ça, mais c'est logique. c'est compliqué de dire Ouais. oui Et et de puis- se mouiller, de poser sa signature sur un projet à 300K. Et Alors puis que il va t'as en pas voir rencontré le 20, il va en voir 20 d'affilée, il sait pas qui c'est qu'il y a derrière, donc c'est là, Ouais, après, il fait que ça. Son job à lui, c'est ça. C'est valider des dossiers qui sont hors délégation. Donc, ces gens-là, ils ne font que ça. Mais il faut que les dossiers soient bien présentés. Et il n'y a pas de... Les gens, j'entends trop de conseillers aujourd'hui à la banque qui disent « Ouais, lui, ce con-là, il m'a refusé le dossier, il est au siège, machin et tout, c'est un tocard. » Bah non, en fait, montre-moi le dossier. Et quand tu l'envoies, je dis « Mais il n'y a rien dedans. » Donc, forcément qu'il te le refuse. Il n'a pas vu le client. Ouais. Donc, détail au max. Va dans le détail de ce que t'a dit le client. Et c'est pour ça que le premier rendez-vous client-conseiller est hyper important sur un financement de crédit, sur un dossier de financement, parce que ce rendez-vous-là, c'est de la découverte. Clairement, moi, quand j'étais banquier, le premier rendez-vous que je faisais avec mon client, je prenais un papier, un stylo, et on chapait comme ça. C'est que du feeling. C'est quoi ton projet, et pourquoi tu veux faire ça, et c'est quoi tes besoins. C'est que de la découverte. Ouais. Et de la découverte besoin, pas de la découverte produit. Oui. Moi, je suis pas là pour te vendre quoi que ce Ouais, soit, je suis là ouais. pour t'écouter, présente-moi le truc, je te dis où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on va mettre en place. Et finalement, le montage du dossier, le client, moi j'étais dans mon bureau avec la musique et le client n'était pas là. Et je lui disais, c'est bon, t'as l'accord. Mais le premier rendez-vous humain, les yeux dans les yeux, c'est celui-là qui est important. C'est la découverte des besoins clients. Puis je me dis aussi, quand en tant qu'investisseur, on arrive vraiment préparé, comme tu disais, on connaît notre projet par cœur, on démontre à la banque combien on achète, le prix du marché, l'analyse de la ville également, qui est très importante, qu'on va rénover, que ça restera quand même au prix moyen du marché, donc on reste en dessous des standards. Si derrière, le dossier part en délégation, donc au siège, et que le conseiller ne retranscrit pas forcément toute l'étude de marché qui a été faite en amont, ben ça peut casser. Exactement. Carrément. Donc Exactement. en fait, c'est hyper important ce que tu es en train de nous dire. Mais complètement. Non, mais et c'est après, vrai. moi, je disais à chaque conseiller que j'accompagnais, je leur disais, n'envoyez pas un dossier au siège si vous n'êtes pas sûr et certain de faire le prêt. C'est-à-dire que moi, quand je t'ai conseillé, j'allais pas perdre mon temps à faire un octroi de 12 pages sur un dossier sur lequel je n'étais pas sûr de financer. Oui. Bah, tu perds 3 heures de ton temps pour avoir peut-être un refus derrière. Donc, en fait, pour moi, le crédit immobilier, c'est le mot que je viens d'employer, il est pour moi très juste. C'est 90%, j'exagère pas dans ce que je dis, c'est 90% de feeling. Quel est le feeling que tu as avec la personne que tu as en face ? Moi, la première chose qu'on m'a appris quand j'étais à la banque, c'est est-ce que, donc il y en a deux. La première, c'est ne laisse jamais un client se mettre à la place de ton fauteuil, qui que ce soit. Le gars, il peut être multimillionnaire, c'est toi le banquier, c'est lui le client. Donc en gros, c'est docteur-patient. Et la deuxième, c'est si je prête de l'argent à mon client, est-ce que je suis sûr à 200% de récupérer mon argent ? Bien sûr. Et s'il y a le moindre doute, tu n'y vas pas. Je pense que c'est l'essence même du banquier, quoi. Exactement, mais ça se perd aujourd'hui. Ouais. Et le feeling est hyper important. Donc s'il y a du non-dit, du oui, mais ah oui, j'ai une autre banque, j'avais oublié de vous le dire, de ci, de ça, déjà, moi c'est mort. mauvais, ouais. Donc c'est ouais, mort. si on commence à avoir des rendez-vous avec des conseillers bancaires, qu'on n'est pas forcément honnête, ça peut marcher la première fois, mais après, c'est sur la durée, on est grillé, quoi. La notion de transparence, elle est hyper importante, que ce soit pour le conseiller, il doit être complètement transparent avec vous sur les coûts, combien ça coûte, les taux d'intérêt, les assurances des emprunteurs, les machins, tout. Par contre, vous, en termes de transparence, vous devez être mais clair comme l'eau de la mer, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que vous devez être hyper transparent avec lui sur ce que vous avez, combien vous gagnez.
voilà, j'ai ça en prêt, j'ai un prêt en 10 fois sans frais, j'ai acheté un Dyson à ma femme pour son anniversaire, j'en sais rien, je dois le dire. Tout ce que j'ai sur mon relevé de compte, de toute façon, ça ne ment pas. Un relevé de compte en avis d'impôt, c'est une mine d'or. Vous devez être transparent avec votre conseiller. Et après, une fois que cette notion de transparence, elle est là, transparence égale confiance. Et le mec, quoi qu'il arrive, si le mec au siège, il lui dit tiens, j'ai vu un prélèvement qui passe là, ouais, t'inquiète, j'ai eu mon client, c'est ça, le justificatif, il est là, c'est un 10 fois sans frais, bim. En fait, il y a vraiment une relation très importante à construire avec son conseiller pour derrière qu'il puisse défendre, ou du moins préparer correctement le dossier d'investissement pour le siège, quoi. Si jamais il n'y a pas la délégation. Mais même s'il a la délégation, j'ai envie de dire, même si c'est lui qui signe, vous devez tout dire. Ouais. Et lui, il doit tout vous dire aussi. C'est un engagement réciproque. Je pense que, moi, dans mon métier, aujourd'hui, les 3 mots qui ressortent, c'est exigence envers moi-même et envers mes collaborateurs, transparence envers les clients et envers la banque, et j'ai dit bienveillance, transparence et exigence. Ouais, vraiment, ces 3 trucs-là, c'est hyper important et ça marche pour tout. Bienveillance, transparence, exigence. Si vous avez ça envers vous-même et envers la personne que vous avez en face, ça roule. Après, nous aussi, on a des membres qu'on accompagne à investir dans l'immobilier. Et on a vu beaucoup de leurs dossiers qui étaient acceptés par la banque, mais derrière, ils se voyaient refuser le prêt parce que les sociétés de cautionnement derrière refusaient le dossier, alors que ça avait été validé par la banque. Alors j'ai envie de dire, c'est très rare ça peut se passer. Ça pourrait se passer à la Banque Populaire parce qu'ils travaillent avec un organisme de caution, je crois qu'il s'appelle la SACEF de mémoire, et ils n'ont pas l'accord tout de suite. Une banque comme le Crédit Agricole, par exemple, nous on travaille avec la CAMCA. Le client, le dossier, le conseiller, au moment où il valide son prêt, il sait s'il a l'accord ou pas de la société de caution. C'est instantané presque. C'est même pas instantané, il y a une grille à remplir. Si tu valides les critères qui sont dans la grille, tu as l'accord. Tu demandes même pas l'accord à la CAMCA de la garantie. Voilà. Par contre, moi j'ai envie de te retourner la question. Est-ce que ces personnes-là, à partir du moment où ils ont eu le refus de la société de caution, n'ont pas pu changer de garantie et prendre une hypothèque réelle ? Mais bien sûr que si. Bon. Même souvent dans ces cas-là, des fois c'était des dossiers, ils n'avaient pas des situations forcément parfaites, et on leur avait conseillé de directement passer par une garantie hypothèque. réelle, tout à fait. Oui. Et parfois les banques leur disaient non, on va quand même tenter la société de cautionnement. Et il y en a qui disaient des banques qui disaient si la société de cautionnement refuse, nous on finance pas. Même avec une garantie hypothécaire. Ça existe aussi. Ça c'est incroyable par contre. Ça veut dire que l'octroi de financement ne repose pas sur la banque mais sur la garantie derrière. Voilà, là, clairement, le banquier, il y a un manque de compétences derrière. Je suis désolé, mais je pense que après, comme tu disais, faut aussi trouver le bon interlocuteur, et je pense que c'est comme dans tous les métiers. Je pense qu'il y en a qui travaillent très bien et il y en a qui font n'importe quoi. Et vu que nous, on accompagne, on commence à avoir pas mal de gens qui vont voir des banques et à chaque fois hyper différentes. Et il y a des discours totalement différents à chaque fois. On voit vraiment de tout passer. C'est dingue. Pour ça, c'est dur Et c'est mon job, moi. C'est mon job de changer ces discours et de se dire, le but aujourd'hui, c'est pas de dire non au client, c'est de l'accompagner dans ses besoins et de kiffer ce qu'on fait et de rentrer chez soi à la maison en tant que conseiller bancaire en disant, j'ai fait du bon boulot, j'ai accompagné Alex sur son projet, je suis content parce que j'ai fait du bon job. Et le fait de dire non à un client, ça m'est arrivé, pas souvent, mais ça m'est arrivé. Et à partir du moment où on a tout tenté et qu'on n'a pas le pouvoir de décision, mais qu'on s'est battu jusqu'au bout et que finalement derrière il y a un non, c'est ok. Mais au moins je me suis battu. Voilà. Ouais. Le non, il est pas définitif, mais en plus de ça, il est pas négatif. À partir du moment où moi, banquier, je crois en mon dossier, je me bats pour acquérir les meilleures conditions possibles pour accompagner mon client, et que derrière je suis pas décisionnaire, mais que j'ai un non, c'est comme ça. Transparence. Il faut dire au client, moi j'ai pas le pouvoir de décision, je vais me battre pour que vous ayez votre financement parce qu'il me paraît cohérent pour telle et telle raison. Par contre, sachez monsieur le client, c'est pas moi qui décide. Donc si jamais j'ai un non, c'est comme ça. Et à partir du moment où c'est dit. Mais il n'y en a pas beaucoup, comme ça. C'est bien. Et pour en revenir à cette histoire de délégation, donc tu disais qu'il y avait, ça dépend des banques, etc. au niveau des montants, mais aucune banque ne fonctionne pareil. Mais donc il y a, on va dire, un système de montants. Et moi, je sais que je prends l'exemple du dernier projet que j'ai fait financer là. Niveau montant, en plus c'était au Crédit Agricole, donc niveau montant, dans ce que tu m'as dit, ça passait. Pour que ce soit fait en agence, mais par contre je crois que c'est au niveau de ma situation, il a dit là je pourrais pas prendre la décision moi. Ah oui, tout à fait. En fait, une grille de délégation, il n'y a pas qu'une notion d'encours. C'est ça que je voulais demander. Il y a quoi comme autre notion, on va dire Il y a plein de choses, il faudrait que je la ressorte, mais je sais pas, j'en sais rien. Le client est non résident, par exemple, c'est délégation siège de suite.
Le résident français, tu veux dire? Ouais, D'accord. plus de 35% d'endettement, délégation de siège. Mais ça peut passer. Nous, on a des dossiers qui passent à 40 points d'endettement et ça peut passer. Par contre, le conseiller ni le directeur d'agence, délégation de siège automatique. D'accord. Le montant, là, c'est en fonction du grade que tu as dans la banque. Donc, le conseiller a 300, je te dis une bêtise, le directeur d'agence, il a 600. Il y a plein de trucs. Est-ce que ça peut être investissement alors là, c'est dans le cas du Crédit Agricole parce que c'est une banque régionale, mais investissement en région? Ah oui, alors là, complètement. Alors là, si tu as, c'était ça. si t'as, investissement hors région de prédilection de la banque, en fait, enfin, je te dis une bêtise, tu es sur Toulouse, tu vas avoir, mais on va y revenir parce que c'est hyper intéressant cette question. Je sais pas, tu vas acheter un immeuble à Paris. Tu vois, moi, j'en sais rien, pas à Paris, mais à Roubaix, tu vois, dans le Nord-Pas-de-Calais, tu vas acheter un immeuble là-bas et tu vas avoir ton banquier à Toulouse. Clairement, il y a, alors ça veut pas dire non, mais ni le conseiller, ni le directeur d'agence, ni le siège de la délégation, ça passe en direction générale. En gros, c'est des comités qui passent une fois tous les 3 semaines, tous les mois, je crois. Le dossier est hyper atypique et tout, machin. Donc, on étudie tout. Enfin, voilà, c'est ultra compliqué, mais ça peut se faire. Ok. Voilà. C'est vraiment si atypique que ça ou c'est juste que le Crédit Agricole est peut-être pas le bon interlocuteur pour ce genre de projet? Non, c'est toutes les banques régionales, je dirais Crédit Mutuel, Banque Pop et tout, c'est la même chose. En fait, c'est un financement hors territoire. Ouais. Tu vois, c'est ce qu'ils appellent. Très compliqué pour avoir l'accord, mais possible, hein, attention, je l'ai déjà fait pour des clients. Par contre, moi je dis, les gars, si vous n'y arrivez pas, et je l'ai déjà fait pour moi, si tu souhaites investir dans un bien qui est à 400 ou 500 bornes de chez toi, bah pourquoi ne pas aller voir la banque régionale de là-bas? Oui. Et eux, ils ont tous les pouvoirs, ils connaissent les prix du marché, ils connaissent souvent les biens. Je te prends un exemple, le Crédit Agricole, ils ont 50% de part de marché sur les nouveaux clients. À peu près France entière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, tu vas dans la rue, tu demandes à la personne tes clients chez qui, il y a une chance sur 2 pour qu'ils te disent Crédit Agricole. Donc tu vois, tu vas voir la banque de la région en question, mais la partie régionale de chez eux. Peut-être qu'ils connaissent le vendeur, peut-être qu'ils connaissent déjà le bien, en tout cas ils connaissent les prix du marché, etc. Donc il y a beaucoup plus de facilité à faire ça. Quitte à perdre un peu de temps, voire quelques jours, monter et faire les banques là où se passe le projet, plus facile. Ouais. Parce que tu vois, c'est... Typiquement, moi, sur un projet, donc là, on est sur Toulouse. Moi, j'investis hors région Haute-Garonne. Et je suis allé voir la banque... là-bas? Ouais, exactement. Là-bas, où je réalise mes investissements. Et on m'a sorti, le siège social de la SCI n'est pas domicilié dans le département. Dans le département, donc on ne peut pas vous financer. Ok. Voilà. Incroyable aussi. Non, mais discours de dingue. Ça, en gros, j'ai envie de te dire, j'ai pas envie de m'embêter sur ce dossier de financement, donc je te sors l'excuse de l'excuse de l'excuse. Je l'ai compris. Mais tu vois, il y a 1 an et demi, j'avais pour projet d'acheter un immeuble dans le sud de la France, dans une région assez touristique, etc. Et quand j'ai pris la température au niveau de là où je bossais, ils m'ont dit clairement c'est mort. Voilà, c'est hors territoire. Et en plus de ça, tu bosses au Crédit Agricole. Mon Dieu, excusez-moi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les contacts de Crédit Agricole de cette région-là. Je suis allé voir quelqu'un qui était là-bas, qui était top. On a fait un rendez-vous super. En plus de ça, ça a pu me permettre de m'imprégner de ce qui se faisait aussi au niveau bancaire. Donc, j'ai pris pas mal de petites techniques et tout. On a fait un super rendez-vous. Le mec me suivait. Il m'a dit OK. Et puis, finalement, ça a capoté derrière pour diverses raisons qui n'étaient pas liées à la banque. Mais en tout cas, le mec me suivait. Et j'avais trouvé ça top. Et j'avais son aval. Il m'a dit c'est nickel, on connaît là où tu travailles. Enfin, ton métier, je le connais puisque j'ai aussi des collaborateurs qui font ça. Enfin, c'était chouette. Et du coup, il était content que j'aille le voir lui. Parce qu'en plus de ça, il y avait un truc, genre le vendeur, il était président de la caisse locale de là-bas. Enfin, il connaissait tout le monde. Et du coup, ça s'était fait cool. Mais là, l'excuse qu'on t'a sortie, elle est clairement pas valable pour moi. On en revient toujours pareil. Le feeling et l'humain. Complètement. Du coup, en fait, sur cette histoire de délégation, en fait, du coup, il y a plein de critères qui rentrent en compte hors montant, etc. Et c'est un peu propre à chaque banque, finalement, le fonctionnement, quoi. Alors, c'est propre à chaque banque, mais c'est propre je vais aller même plus loin, propre à chaque caisse régionale. Je te parie que moi, je travaille dans un département... Le 82, pour pas le citer, au Crédit Agricole. Tu vois, dans le Crédit Agricole 31, ils auront une autre politique de délégation. Oui, okay. Donc, c'est hyper spécifique à là. Et après, par contre, voilà, moi, si j'ai un conseil à donner aux investisseurs qui nous regardent, en entretien bancaire, ayez le culot de demander la grille de délégation.
Peut-être qu'on vous la donnera pas, mais si le feeling passe bien, C'est il n'y a censé pas de être- raison qu'on vous la... Alors, ils vous la donneront pas, ça c'est sûr. Par contre, vous la montrez. Ouais. Enfin, moi, c'est souvent que je la montrais à mes clients. C'est, de la- Ouais. c'est une donnée qu'ils ont le droit, enfin que vous avez le droit de montrer. Enfin, on vous interdit pas de la montrer. En tout Alors, cas. de la donner aux clients, c'est interdit. Pas Ouais. donner, mais. Mais après, moi, on parle de transparence. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tu vois, ça me gêne de pas tout dire. À partir Surtout du moment que- où tu n'es pas en délégation, moi je dis aux clients, regardez, je vous montre pas. Ma grille de délègue, elle est là. Là, il y a marqué ça. Donc, je peux pas, c'est pas moi qui signe. Mais au moins, le client, il le sait. Il Ouais. se dit, putain, le Ouais. gars, il m'a pas pris pour un con, quoi. Et Donc, puis surtout, il n'y a pas vraiment de raison à pas la montrer parce qu'au final, c'est juste, comme tu dis, de la transparence, à savoir qu'est-ce qui va se passer avec ma demande de crédit Exactement. et de savoir où t'en es, quoi. Exactement. Il y a des gens qui vous la donneront pas, mais enfin, moi, je la demande à chaque fois. Ouais, c'est une bonne idée, je demanderai la prochaine Mmh. fois pour voir. Grille de délègue, c'est hyper important. Ok, bon, mais trop bien. Donc ouais, on a fait un bon moment sur la délégation et tout. T'as évoqué un petit peu tout à l'heure les questions d'endettement. Ouais. Notamment que forcément, si on dépassait les fameux 35%, ça partait directement en délégation. C'est quoi aujourd'hui, du coup, la politique des banques par rapport au taux d'endettement? Alors, l'endettement, en fait, le calcul est très simple. C'est un ratio qu'on a qui s'appelle C sur R. En gros, c'est charge divisé par revenu. Vous faites ça, vous avez votre taux d'endettement. Ça, c'est le taux d'endettement qui est classique dans les banques et qui a toujours existé. Et en gros, les banques pratiquent le taux d'endettement différentiel. C'est-à-dire que sur un projet locatif, ils vont vous prendre en gros 70% des revenus futurs que vous allez avoir pour se prémunir du risque de non-paiement de loyer, du risque de vacances locatives du bien, Ouais. etc. Donc ça, c'est le taux d'endettement classique. Ensuite, il y a une notion qui est très importante et qu'on oublie souvent, qui est celle du reste pour vivre. Ça, c'est quoi? C'est un deuxième ratio qui est regardé par les banques et qui est hyper important. Il n'y a pas de flexibilité dessus. C'est en gros, une fois, ma famille et moi, une fois qu'on a payé tous nos crédits actuels et futurs, et qu'on a enlevé tous nos crédits, je me suis mal exprimé, à partir du moment où on a payé nos crédits en cours et les crédits futurs, donc on enlève en fait toutes nos charges de crédit et nos impôts sur le revenu, voilà, on va les enlever à nos revenus et on va voir combien il reste à vivre au foyer. Donc il y a des normes qui sont aussi différentes dans chaque banque et on regarde si c'est jouable. Ça, c'est le deuxième. Donc en gros, le taux d'endettement en premier, donc pas plus de 35-40%, et le deuxième, le reste pour vivre. Le reste pour vivre, Ouais. pour donner un ordre d'idée. Ouais. Par exemple, pour un couple avec un enfant, il serait de combien? Alors ça dépend des revenus qu'ils ont. En fait, c'est plutôt pourcentage. c'est une notion de reste pour vivre, du coup de montant. Ouais. Nous, au Crédit Agricole, dans la filière dans laquelle je travaille, une fois qu'on a payé nos prêts et une fois qu'on a payé nos impôts sur le revenu uniquement, Ouais. on ne prend pas l'impôt foncier, on ne prend pas la taxe d'habitation, Ok. etc. Juste les prêts et Ouais. l'impôt sur le revenu. On enlève ça à nos revenus, il doit rester 700 € pour l'emprunteur principal et 300 € par personne supplémentaire. Ok. Ça veut dire que pour un couple avec un enfant, il doit rester 700 pour monsieur, 300 € pour madame, 300 € pour le fiston. Ouais. Donc en gros, 1003. Ok. Voilà, c'est En très vrai, clair. ça paraît assez legit, quoi. Enfin, ça me Ouais. paraît pas du tout dur comme règle, quoi. Non, ça va. Enfin, honnêtement, celle-là, elle est facile. Mais encore faut-il que derrière, il y ait ce reste pour vivre Oui. pour pouvoir subvenir aux charges du foyer derrière. Bien sûr. Mais encore une fois, les montants que je donne là, c'est ceux de la banque dans laquelle je travaille. Ils peuvent être Oui. complètement différents. Ouais, ailleurs. complètement. Mais c'était Donc, pour avoir un ordre d'idée, Voilà. quoi. Donc ça, c'est endettement en premier, reste pour vivre en deuxième. Le troisième qui nous embête tous depuis 2021-2022, depuis les normes HCSF, c'est le taux d'effort. Le taux d'effort, il est, en gros, tout le monde dit sur Internet, on voit de tout et n'importe quoi. Il te dit c'est la même chose que le taux d'endettement. Non, ça c'est du bullshit, c'est pas la même chose que le taux d'endettement. C'est plus poussé. La formule, honnêtement, je l'ai plus en tête, c'est Ouais. un truc de dingue. On a un simulateur qui permet de le calculer. Par contre, là, on ne pourra pas financer quelqu'un au-delà de 35% du taux d'effort. Alors, le HCSF, qui est le Haut Conseil de stabilité financière, avec notre cher Bruno Le Maire à sa tête, donne 20% de délégation aux banques pour dépasser ce taux d'effort et utiliser du coup leur délégation pour aller au-delà. Alors, ouais, justement, quand on parle de ces 20%, c'est par rapport au taux d'effort. Ça, en fait, ça n'a rien à voir avec le taux d'endettement. Pas du tout, c'est le taux d'effort. Ouais, ok. Tout à fait. Donc le taux d'effort, en fait, encore une fois, pour eux, le taux d'effort égale le taux d'endettement, mais c'est pas la même chose. C'est le taux d'effort qui rentre dans les normes HCSF et du coup, les 20% qui sont octroyés, c'est effectivement pour ne pas aller au-delà des 35% sur ce taux d'effort. Donc en gros, la politique des banques, elle est simple et ça nous pénalise, nous, investisseurs. C'est ces 20% de délégation, on les donne aux primo-accédants ou aux gens qui veulent acheter leur résidence principale, ce qui est à peu près logique. Bien sûr. Logique. Alors, on essaye de redynamiser l'économie, etc. Donc aujourd'hui, avoir un taux d'effort à 37, 38 et être investisseur immobilier,
ça peut être chaud. Mais par contre, encore une fois, les 20% sont renouvelés mensuellement. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Ouais. Ah, ok. Ça veut Donc dire tous les premiers du mois, on va à la c'est banque. pas le premier du mois, il y a une date, la date je la connais pas, mais en fait t'as raison. Ok. Et c'est tous les mois, c'est pour ça que un non aujourd'hui ne veut pas dire un non demain. Ouais. Et ça il faut bien l'avoir en tête, c'est-à-dire que normalement le banquier doit vous le dire, mais personne ne le dit mais- parce que même eux le savent pas. Ouais. Tous les mois, on peut représenter un dossier, je suis au-delà de mon taux d'effort, ok, je passe en comité, et ben là on est en juin, tu vois, ben, si je l'ai pas en juin, je l'aurai peut-être en juillet, et si je l'ai pas en juillet, je l'aurai peut-être en août, mais il faut Ok. se battre. C'est pour ça qu'aujourd'hui les délais entre les rédactions de sous-seing privé et d'actes Ouais. authentiques sont plus longs. Ah, ben ça, on l'a remarqué. Ouais. Ouais, purée. C'est clair. Et du coup, d'après toi, quelles seraient les solutions qu'on pourrait envisager en tant qu'investisseur si on arrive à cette limite de taux d'endettement et de taux d'effort pour justement continuer à investir? Quelles sont les solutions? Alors, je suis pas magicien, mais il y en a quelques-unes. Comment dirais-je, l'investissement en société peut en être une. Pourquoi ? Parce qu'il y a certaines banques, pas toutes, et pas le Crédit Agricole d'ailleurs, mais il y a certaines banques qui vont dire, ok, cette personne-là, elle emprunte en société. Alors, quand je parle de société, SCI, je mets des gros guillemets dessus parce que, voilà, par exemple, là où je travaille, une SCI, c'est deux personnes morales. Enfin, c'est une personne morale qui emprunte avec des personnes physiques ou pas dedans, mais en tout cas, c'est une personne morale. Mais le prêt que le Crédit Agricole va vous faire, c'est un prêt particulier. Donc, il est soumis aux normes HCSF, malgré le fait que ce soit une SCI. Ouais. C'est pas le cas de toutes les banques. Ouais, Après, parce que j'ai entendu des investisseurs dire que justement en SCI à l'IS, ils avaient pu dépasser ce truc-là. Mais alors, ça dépend où. Peut-être que dans certaines banques, Ouais, oui. c'est ça, ça Moi, doit dépendre. j'avais une SCI à l'IS sur un immeuble de rapport. Ouais. Clairement, c'était un prêt particulier qu'on m'a fait sur 20 ans. Voilà, point barre. Il y a d'autres banques, c'est peut-être pas le cas, j'en sais rien. Il y a peut-être d'autres crédits agricoles ou d'autres banques régionales qui font de la SCI à l'IS un prêt pro. Et un prêt professionnel n'est pas soumis aux normes HCSF. Donc, ça peut être une bonne solution pour contourner les règles HCSF et passer outre ces 35% de taux d'effort. Moi, justement, ouais, dans la banque dans laquelle je suis, ils m'ont fait un prêt pro et Voilà, Et sur quelle durée, du coup? Peut-être Ouais, pas 20 ans. Alors, c'est ce que j'allais 20 dire. ans, ils ont bataillé, ils voulaient faire 15 Ouais. et ils ont fait 20, mais c'était chaud. Ouais, Et ça a bloqué. Bah ouais, c'est clair. Parce Ouais. qu'un pré-pro, c'est plutôt du 12 que Ouais, du 20. mais c'est passé, mais justement, elle m'a dit c'était compliqué, ce qu'ils voulaient faire 15, donc j'ai bataillé et justement, je suis tombé aussi sur une très bonne conseillère qui comprenait nos projets et aussi le besoin de notre financement sur 20 ans, sinon ça fonctionnait plus. Humain. Mais voilà, donc pour en revenir que voilà, en fonction des banques aussi, c'est différent. Voilà, donc ça peut être une première solution qui est top. Et après, bah, bien sûr, mais ça, il faut en avoir. En fait, il faut se poser la question, qu'est-ce qui peut faire diminuer mon endettement pour que je puisse lever de la dette? Donc ça peut être moduler ses prêts déjà existants en disant je vais réétaler la durée plus longue, donc ça va me faire diminuer mon endettement, et du coup, ça va me faire diminuer mes mensualités, et du coup je vais avoir une capacité d'endettement supérieure. Ça peut être le lissage de prêt, alors on va pas faire un laïus là-dessus, Ouais. mais c'est hyper important et c'est quelque chose que je suis en train de... Voilà, je travaille dessus pour l'inculquer aux gens aussi. Le lissage de prêt est un truc top qui permet d'avoir 2 lignes de prêt au lieu d'une, et du coup d'avoir un taux d'intérêt nominal beaucoup plus faible, et du coup de se dire au lieu d'emprunter à 3, finalement je suis à 2,10, et du coup je gagne quelques dizaines ou quelques centaines d'euros sur le prêt. Il y a plein de trucs. Pouvoir rembourser des passifs qu'on a, je sais pas, un prêt conso, quelqu'un qui a un prêt pour une voiture, aujourd'hui s'il a l'argent nécessaire, il solde le prêt, du coup cet endettement, mon endettement va passer de 38 à 34, et du coup je peux relever de la dette. Tout ce qui va pouvoir permettre à l'investisseur de gagner plus va forcément avoir le pouvoir d'augmenter sa capacité d'endettement et de diminuer son taux d'endettement. Ça gagner plus ou dépenser moins, quoi. Exactement. Les deux sens. Exactement. Ouais, mais des fois, j'avais vu un exemple. Après, c'est sur les réseaux, donc il faut le prendre avec des guillemets. Mais c'était pas bête. En gros, il démontrait que souvent, pour augmenter sa capacité d'endettement, on cherchait à gagner plus. Mais des fois, justement, en réduisant nos dépenses, ça pouvait avoir beaucoup plus d'impact finalement qu'aller chercher 100 ou 200 euros de plus par mois sur notre capacité d'endettement. Mais le mec a complètement raison. Alors là, tu vois, pour le coup, c'est parfaitement vrai. C'est ce que tu disais, Thibaut. C'est pas forcément gagner plus, ça peut être dépenser moins. Quand je te parle la première chose que j'ai fait, moi, quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier, on avait acheté notre résidence principale avec ma femme. On avait fait un petit pré-travaux pour la terrasse parce qu'on avait des travaux de maçonnerie, etc. à faire.
La première chose que j'ai faite, et crois-moi, ça m'a pesé, puisque c'était un prêt de 12 000 euros, tu vois, ça me coûtait genre 350 balles par mois. Ouais. Quand j'ai fait mon premier appart, le premier studio dont j'ai parlé tout à l'heure, pas de souci. Quand je suis allé voir le deuxième, on m'a dit putain, les 350 euros, ils font mal, cela. Ouais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis servi du cash flow du premier pendant 1 an et demi où j'étais en différé de prêt. J'ai fait un all-in, j'ai remboursé mon prêt conso et du coup, j'ai pu lever de la dette facilement derrière. Et effectivement, c'est une très bonne idée. Alors après, il faut pouvoir le faire, il faut avoir du cash. Mais effectivement, moi, je préfère... aujourd'hui, je suis débutant en immobilier, je vais lever de la dette. Je préfère me séparer d'un prêt conso plutôt que de mettre des frais de notaire en apport, par exemple. Tu vois, le passif, la chose qui te sort de l'argent, on connaît, hein, la chose qui te prend de l'argent tous les mois de ta poche, ta voiture en premier, si tu as un crédit dessus, solde-le. Et après, tu vas voir ta banque. Et là, du coup, tu prouves que tu es bankable, tu vois. Puis même, ça peut être aussi le loyer. Donc, il faut se loger, mais il y a des personnes, ils sont peut-être dans des T2 en hypercentre de grandes métropoles où ils payent un loyer à 800 euros pour un T2, alors qu'en s'excentrant un petit peu plus loin, avec des transports en commun, bien évidemment, ils pourraient descendre à 600 euros de loyer pour un T2 et gagner la différence. Mais tu as parfaitement raison dans ce que tu dis. Après, nous, en tant que banquier, forcément, tu peux pas juger ça. Et tu peux pas dire au client... Non. Ça, c'est à l'investisseur. Mais par contre, tu as complètement mais raison. Il y en a qui nous disent je peux pas investir, mais tu as un loyer beaucoup trop. Oui, si tu veux investir, rien déménage. qu'en voyant ton rythme de vie, tu peux faire de belles choses. Et je pense à notre pote Anto qui était dans le podcast aussi. Et tu vois, le fait de... Tu peux aussi... tu as une belle RP, tu payes un crédit dessus, tu peux aussi te servir de ça pour te dire je vais faire une LCD ou deux dedans et ça va me payer mon prêt. Tu vois, il y a plein de possibilités. À partir du moment où tu es smart et que tu as l'espèce d'état d'esprit qui va te permettre de diminuer tes dépenses ou en tout cas d'augmenter ta capacité d'endettement, mais feu. Et tout ça, c'est des idées qu'on peut avoir très facilement. Après, il faut être capable de se dire, voilà, ce que je veux, mon projet, il est là, il faut que je mette tout en place pour pouvoir y arriver. Donc, j'ai des choses à mettre en place. C'est une question de... priorité, quoi. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Complètement. Et je me posais une question là, c'est que du coup, alors surtout peut-être pour ceux qui nous écoutent et qui ne le sauraient pas, on avait l'impression que du coup il y a quelques années, surtout à l'époque 2018-2019, où les gens pouvaient emprunter limite à l'infini tant que les biens faisaient du cash flow. Ça c'était dû du coup à une méthode de calcul, c'est ça, de l'endettement qui n'est plus pratiquée aujourd'hui, c'est ça ? Ouais, alors t'as raison dans ce que tu dis. En plus de ça, on nous donnait l'argent. C'est-à-dire que moi, je me rappelle le premier immeuble que j'ai fait avec ma femme. J'ai emprunté, honnêtement, j'avais les conditions crédit agricole, mais j'ai emprunté à 0,55 sans 1 centime d'apport, 260 000 euros sans garantie. Un truc de fou. En gros, on te donne de l'argent. Allez-y. Donc c'est incroyable, mais oui, c'est ça. Et en fait, et pourtant, il n'y a pas eu d'explosion du risque pour autant. C'est-à-dire que moi, je discute avec des gens au jour le jour dans les banques que je connais, qui travaillent dans des services recouvrement, etc. Ouais. Et il y a eu zéro explosion du risque, c'est-à-dire que tout le monde paye son prêt. Il y en a, mais les banques provisionnent de l'argent beaucoup. Je ne sais pas si les gens qui nous regardent connaissent ça, mais à partir du moment où la banque va prêter de l'argent à un investisseur, en fonction de plein de critères du scoring bancaire, en fait, ils vont provisionner de l'argent en face du prêt qu'ils font. Donc quelqu'un qui est, je sais pas, cadre sup depuis 10 ans chez Airbus, qui gagne 4 000 euros par mois et qui lève 150 000, ils vont provisionner un tout petit peu. Par contre, le gars qui est auto-entrepreneur depuis 6 mois, qui est pas mal endetté avec un gros encours, etc., la banque va mettre plus de provisions en face pour se dire, attends, il y a un petit risque quand même, on provisionne, donc on a de l'argent pour ça, on provisionne le truc, et si jamais il y a une quick, en fait, on va pouvoir récupérer notre bille, notre ticket de départ sans problème. Donc il n'y a pas eu d'explosion du risque, effectivement, les normes étaient beaucoup plus souples, et en fait, c'est ces fameux critères HCSF qui nous ont plombés, parce que il fallait bloquer l'accès à la propriété aux gens, ou en tout cas voilà, on a très peur de la bulle immobilière, de savoir ce qui va se passer, les prix vont chuter, les gens pourront plus payer le prêt. En vrai, c'est les subprimes aux États-Unis, quoi. Tu vois, c'était limite ça. Et en fait, c'est ça, hein. Le taux d'usure, c'est la même chose. Le taux d'usure, c'était censé être quelque chose pour protéger les gens qui empruntent. Clairement, aujourd'hui, le taux d'usure, il nous casse les bonbons, quoi. Ouais. Voilà. Et encore, j'ai l'impression que maintenant, ça y est, il est actualisé plus souvent et du coup, il nous gêne un peu moins. Oui, il nous gêne moins. De toute façon, les taux sont très hauts et ils remontent en fait en même temps. Donc forcément, ça nous gêne un peu moins. Mais après, ça va vite, hein, sur des personnes qui ont 55 ans, avec les assurances qui augmentent. Très chaud. Ça peut être bloquant. Nous,
Nous, ça l'est moins, mais ça l'a l'est été. moins. Je me rappelle quand tu parlais du SEI tout à l'heure, Oui. moi j'ai été asthmaté de questions en octobre au SEI, Oui. parce que tous les gens venaient me voir en me disant le taux d'usure, le taux d'usure, le taux Mais d'usure, de- le taux d'usure. Je C'était crois, horrible. je crois de septembre, octobre jusqu'à janvier, Ça. c'était hyper compliqué. Ouais. Là, ça va mieux. Mais du coup, effectivement, les règles ont changé. Moi, je dis toujours que l'immobilier, c'est un jeu. Il faut respecter les règles du jeu. Il faut essayer de s'adapter tout en restant dans les règles, savoir qu'est-ce que je peux faire. Ce qui est sûr, c'est que faire ce qu'on fait là aujourd'hui, alors on apporte beaucoup de value à ceux qui nous regardent, mais rester dans son canapé et rien faire, c'est sûr qu'il se passera pas grand-chose. Voilà, donc il faut. C'est le plus gros risque que les gens peuvent prendre, c'est de rester assis et de ne rien faire. Mais je suis complètement d'accord. Donc il faut essayer de simplement de rester dans les règles du jeu et d'aller voir les personnes, de continuer, d'emprunter. Et même si les taux sont à 3, c'est pas très grave parce qu'aujourd'hui, finalement, sur de l'investissement locatif, c'est pas nous qui payons notre prêt, c'est les gens qui font nos clients, nos locataires. C'est déductible des revenus, en plus les intérêts. Tout à fait. Il y a plein de choses qui sont possibles à faire. Donc, voilà, j'ai l'habitude de dire le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 10 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Donc, faut y aller. Carrément. Et tu parlais tout à l'heure, justement, que aujourd'hui, dans 80%, 90% des dossiers, il fallait amener les frais de notaire en apport et tout ça. Et que justement, en 2018, on pouvait emprunter 100 mètres d'apport, donc sur des financements à 110%. Qu'est-ce qui a changé au niveau, à ce niveau-là, parce qu'on peut arriver à avoir le même projet avec les mêmes prix du marché, acheter en dessous de la valeur vénale du bien. Il n'y a rien qui a changé. Et les mœurs changent, les gens changent, les normes changent. On est en France, l'administration fiscale change, l'HCSF change, mais rien d'autre n'a changé. Et encore une fois, il n'y a pas plus de risques aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Les passoires énergétiques, c'est la même chose. Ça craint, c'est clair. Mais aujourd'hui, moi j'ai envie de dire, achetez des passoires énergétiques, rénovez-les et faites du business avec. Il n'y a rien qui a changé. Et par contre, tu vois, je vais juste dire aux gens qu'il est encore possible aujourd'hui de se faire financer à 115%. J'en suis la preuve vivante sur un projet que je n'ai pas fait dans la banque pour laquelle je travaille. Il y a 6 mois, j'ai acheté un appart en location courte durée et j'ai réussi, alors 6-8 mois, c'était juste avant l'augmentation drastique des taux, j'ai eu du 1,53 sur 20 ans à 115%. Bon. Donc c'est joli, tu vois, et j'ai pas mis un centime d'apport. Et c'était bien après les normes HCSF. Mais même nous, on a des membres qu'on accompagne. Là, aujourd'hui, on est en juin et ils sont allés voir la banque cette semaine. Et ils se font... ils ont eu une proposition de financement, il n'y a rien qui est signé, mais à 110%. Mais on en a eu aussi en fin d'année dernière. Ouais, on en a, donc c'est encore possible. Le seul truc, tu vois, je faisais un réel sur mon réseau social la semaine dernière et je disais, aujourd'hui, si on est investisseur immobilier et qu'on s'arrête à 5 banques, à 5 refus, clairement, aujourd'hui, je suis désolé dans les propos que je vais employer, mais on ne mérite pas de faire de l'investissement immobilier. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le truc qui a changé, c'est peut-être la persévérance pour aller chercher son financement ou son bien. Et aujourd'hui, je sais pas, il y a une phrase qui dit « Le lion, il rate 8 fois sa proie avant de l'atteindre ». Eh bien, c'est la même chose. Aujourd'hui, à partir du moment où vous n'avez pas 15 refus de prêt, et là, peut-être que vous prendrez conscience que votre projet, il est pas cohérent avec votre besoin, mais battez-vous. Au SEI, je prends l'exemple, je l'ai pris la dernière fois pareil, il y a quelqu'un qui est venu me voir, qui m'a remercié au début du séminaire et qui me dit « Thibaut, franchement, merci beaucoup. En un an, j'ai eu 27 refus de banque avant d'avoir mon accord pour mon immeuble de rapport. » Le mec, il voyait qu'une chose, c'était son immeuble à la fin. Il était rentable et tout. Franchement, je dis « Mais bravo, tu te le dois à toi. Moi, j'ai rien fait. Je lui ai juste dit « Bats-toi, va voir d'autres banques. » Il y en a plein des banques. Et il l'a fait et il a réussi. 27 refus. Après, il faut avoir le temps et l'énergie de se dire je vais me battre, mais encore une fois, c'est qu'est-ce qu'il va y avoir derrière par rapport à l'engagement que je mets aujourd'hui. Exactement, nous, ce qu'on inculque aussi aux personnes qu'on accompagne, et on a des membres là qui, depuis décembre qu'ils ont signé le compromis, ils ont eu leur financement accepté par une banque qu'à ce moment-là. Aujourd'hui, non ? Fin mai, ouais. Voilà, 6 mois, 5 mois. 6 mois. Et ils se sont pris des refus dans tous les sens. Je pense qu'ils en ont fait une bonne quinzaine aussi. Et ils n'ont pas branché. Et ils ont eu leur... Sauf que nous, on était persuadés que le projet... ça allait. C'était faisable. Il était bon et c'était faisable aussi avec sa situation financière. Et qu'il fallait juste y aller à fond. Et il a persévéré. Et c'est là où ça a payé. Donc, c'est ce que tu dis. Tu parlais aussi du temps et de l'énergie. Et pour toi, il n'y aurait pas un intérêt dans ce cas-là de faire appel justement à des courtiers
Ton avis sur les courtiers, peut-être, du coup. Et par rapport aux banquiers aussi, parce que c'est les conseillers du coup, bancaires qui vont travailler avec les courtiers. De ce côté-là, quels sont leurs avis de travailler avec des courtiers, quoi? Alors, encore une fois, ça va être une question de temps et d'argent. Il y a beaucoup de banquiers qui voient les courtiers de manière négative. Moi, j'adorais l'investissement immobilier et la pratique du financement de crédit au Crédit Agricole. Et du coup, tous mes potes, c'était mes courtiers. C'est-à-dire que je m'étais créé un réseau de courtiers aux alentours de la ville dans laquelle je travaille, etc. Et du coup, moi, j'étais ultra réactif avec ces gars-là. Parce que quand ils me présentaient un dossier, il était déjà quasiment monté. Donc, du pain béni pour moi en tant que banquier. Le dossier était là. J'avais plus qu'à dire oui ou non, en gros. Et le présenter à la personne si jamais j'avais pas de délégation. Donc, en gros, moi, je disais à mes potes banquiers, mais les gars, vous avez rien compris. Ces gars-là, ils vous apportent du business. Ils sont pas là pour vous en prendre. Après, faire appel à un courtier, ça a un coût. Alors, j'ai pas du tout les montants. Ça dépend des sociétés de courtage avec qui on travaille. Mais ça peut vite fait aller à entre 1,5 et 3% du montant emprunté. Donc, encore une fois, tout est question de la future rentabilité du projet et de se dire est-ce que je suis prêt à balancer 2000, 3000, 4000 balles pour confier mon financement à un courtier. Sachant que le gars, il peut être très compétent et avoir le prêt très rapidement. Ou à l'inverse, comme on l'a dit tout à l'heure, chacun son métier. Et il y a des gens qui sont très compétents et d'autres non. Et se dire, finalement, j'aurais quand même pas mon prêt. Donc, à partir du moment où vous croyez en votre dossier, où les chiffres sont OK, où Alex et Thibaut vous ont dit c'est OK dans l'accompagnement, on a tout visé, c'est fine, pourquoi faire appel à quelqu'un d'externe? Après, je sais pas. Après, encore une fois, c'est une question de temps et de se dire quel temps je mets en face de mon projet pour aller vers là où je veux aller. Ouais, je pense que ça dépend de... Aussi, si tu as par exemple un job qui est très très prenant et où tu n'as absolument pas de fin de déplacement et un job qui te paye bien, peut-être que le taux horaire que tu aurais mis à aller démarcher les banques, en fait... Est-ce que ça vaut le coup? C'est ça. Moi, le dernier appart que j'ai fait en courte durée, là où j'ai levé mes fonds le dernier, je suis allé voir 7 banques. 7 banques, j'ai pris 4 jours de congé et j'ai fait 7 entretiens bancaires en 4 jours pour avoir finalement un oui. Ça aurait pu aller plus vite. J'ai eu 6 refus, et donc 5 refus et 2 accords. Et après, j'ai choisi la personne qui me plaisait le plus au niveau de l'humain. Mais voilà, il faut être capable de se dire aujourd'hui. Je me rappelle, c'est une anecdote qui est dingue, mais je me rappellerai toute ma vie. La première location courte durée que j'ai achetée, c'était un appart à Toulouse, bien placé, dans le quartier Pas de Doigt, pour ceux qui connaissent. C'était en 2019. Et je cherchais la pépite. J'étais focus là-dessus. Je faisais que ça. Et à l'époque, j'étais banquier, donc du coup conseiller. Mon seul jour de repos, c'était le lundi. Et le lundi, je me rappelle, cette année-là, j'ai dû passer 7 ou 8 lundis où je faisais 7-8 visites par lundi avec des agents immobiliers. Je bouffais McDo dans la voiture, c'était dégueulasse, il pleuvait et tout, c'était incroyable. Mais tout ce que je voulais, c'était acheter un appart avec plus de 10% de rentable dans le centre de Toulouse. J'ai réussi à le faire. Mais ça m'a mis, je sais pas, j'ai dû faire, honnêtement, sans aucune exagération, j'ai fait plus de 50 visites pour le trouver. Mais je l'ai trouvé. Et derrière, je l'ai revendu avec une grosse plus-value et c'était cool. Après, c'est débile, c'est des objectifs qu'on se met et chacun a les siens. Mais la persévérance aujourd'hui, si on l'a pas, c'est même pas la peine. Et puis, se bouger les fesses, tout à l'heure, tu disais que tu avais posé des jours de congé justement pour aller démarcher les banques. Il y a 6 mois là. Hein. Mais voilà, mais ça, il y en a pas beaucoup qui sont prêts à l'accepter et à le faire. J'aurais préféré être, c'est clair, le cul dans l'eau dans ma piscine avec mon fils, tu vois. Et c'est clair que ça fait mal. Mais derrière, tu te dis, il faut le faire. Et une fois que tu as le financement, ça ne s'arrête pas là. Parce que toi comme moi, vous comme moi, on sait que derrière, si on veut gagner de l'argent avec de l'immobilier, la pépite, elle n'existe plus. Donc, il faut se la créer. Donc, il faut se dire, vas-y, moi, le soir, pendant 6 mois, 2 jours par semaine, je finissais à Leroy Merlin à 20h. Pour aller choisir mes cuisines, aller voir les cuisinistes, faire les devis, les sols, les machins, les trucs pour avoir un truc qui nous plaise, puis l'artisan, gérer cette partie-là, c'est beaucoup de travail. Et quand on bosse à côté, c'est pas facile. Mais derrière, quand on voit que l'implémentation est faite et que ça tombe, tu vois, tu te dis, putain, c'est cool. Il n'y a plus qu'à dupliquer. Donc, c'est toujours du temps, c'est toujours de l'argent, c'est toujours de la dépense d'énergie. Mais une fois qu'on l'a fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, ça roule. Et c'est ça qu'il faut inculquer tout le temps. Aujourd'hui, la mise en place, le processus est long, ça demande du temps, de l'énergie, c'est les montagnes russes, mais une fois que tout a été mis en place derrière et qu'on arrive sur l'exploitation, ça tourne tout seul. C'est exactement ça. Alors tout seul ou à 80%, parce que c'est toujours si on fait de la location courte durée, c'est un peu, c'est tout automatisé, c'est dur, mais ouais, c'est clair, t'as complètement raison, on a la même vision.
Donc voilà, et après, il y a l'enrichissement en plus du cash flow généré, ce qui est la plus grosse source d'enrichissement aussi avec l'immobilier. Et grâce à l'effet de levier, c'est l'enrichissement patrimonial, l'enrichissement latent qui est bien aussi, qui est très bien développé par Julien Calamotte dans son livre. Mais ça, c'est énorme et beaucoup d'investisseurs l'oublient. Et ils ne pensent que cash flow, alors que même un bien qui s'autofinance aujourd'hui, mais qui ne dégage aucun cash flow, avec de l'argent qui a été prêté par la banque et qui est remboursé par le locataire, où on met zéro dans la poche. Et avec un emplacement bon. Mais oui, au bout de 10 ans, 20 ans, quand c'est payé, c'est que du cash. C'est clair. Ouais, je suis parfaitement d'accord. C'est des stratégies qui sont différentes, propres à chacun. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Et voilà, et c'est toute la richesse de nos vies d'aujourd'hui. C'est se dire, il y a l'immobilier, c'est comme la banque, c'est illimité. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire du marchand, tu peux faire de la location classique, tu peux faire de la location meublée, acheter en société ou pas, faire de la location courte durée, des locaux commerciaux, la coloc, de la sous-loc, tout ce qu'on veut en fait. La seule barrière, c'est dans la tête. Exactement. C'est vaste. En tout cas, je pense que ça aura bien rassuré si vous nous écoutez et que vous êtes dans cette période du financement. C'est même un banquier qui vous le dit, donc allez voir plusieurs banques. Il ne faut pas lâcher. En tout cas, si vous avez un projet qui est cohérent avec votre situation, il n'y a pas de raison que ça passe pas. Il suffit que vous trouviez le bon interlocuteur. Bon, voilà. Après, il ne faut pas aller acheter un truc à 800 000 euros si vous gagnez 1 200 euros par mois. Mais... Clairement, c'est ça. Pour résumer, en fait, le résumé d'aujourd'hui, je le résumerai de manière très simple. C'est 1, connaissez votre projet. 2, trouvez l'excellent interlocuteur qui saura comprendre votre projet. 3, battez-vous. Faites des banques, prenez des refus, prenez des claques, relevez-vous et ça va rouler. Voilà, mais je pense que le fait que tu sois là venu et que tu viennes dire ça alors que tu es toi-même banquier, ou tu as été banquier en tout cas, et investisseur, donc tu as vu les deux côtés de la pièce en plus. Voilà quoi, juste vous arrêtez pas à 2-3 refus, continuez à avoir des banques et puis ça devrait le faire quoi. C'est clair. Ça finira par le faire. Carrément. Petite dernière question que je me posais. Quel est toi ton ressenti ou ton avis un peu sur les politiques bancaires en ce moment de financement? Est-ce que tu as l'impression que parce qu'on a eu l'impression, en tout cas, pour avoir échangé avec d'autres investisseurs, que ces derniers temps, les vannes étaient un peu resserrées, que les banques, en fait, avaient encore de l'argent, entre guillemets, à prêter, mais qu'elles n'osaient pas forcément se positionner. Tu vois, par exemple, je vais prendre un exemple concret du Crédit Agricole. Alors, c'était pas le tien, mais c'était un autre, où si tu n'étais pas client Crédit Agricole, ils n'allaient même pas regarder ton dossier, tu vois. Ouais, ça, je l'ai entendu dans plein d'autres banques. Et en fait, on avait l'impression que juste certaines banques n'avaient pas envie de prêter ces derniers temps. Et voilà, je voulais savoir quel était ton avis par rapport à ça et si tu as l'impression que ça a changé, quoi. C'est incroyable, ça. Encore une fois, ce discours, il est incroyable. Ça veut dire, en gros, j'ai pas besoin de nouveaux clients. Ouais, j'ai pas besoin de business. Exactement. Ça veut dire ça. C'est incroyable. C'est clairement faux du point de vue économique aujourd'hui. Toutes les banques, si elles veulent survivre aujourd'hui, tout ce qui se fait à côté, on parle souvent des cryptos, moi j'ai investi en crypto aussi, si elles veulent survivre sur le long terme, bien sûr qu'on a besoin de nouveaux clients, bien sûr qu'on a besoin de business. La banque a besoin de prêter de l'argent. Pourquoi ? Parce que ça redynamise une économie. Si on veut retrouver une inflation aux alentours de 2, 2,5, il faut continuer à prêter aux gens et pouvoir réouvrir justement ces vannes pour pouvoir ramener une inflation un petit peu plus basse. Donc, c'est des cours d'économie, mais c'est à peu près ce qui doit se passer. La banque, elle vit plus par le financement, clairement, parce qu'aujourd'hui, à 3,80, la banque ne gagne plus d'argent sur les marges d'intermédiation. Par contre, elle en gagne beaucoup sur les produits bancaires, les cartes bancaires, les assurances, etc., tout ce qui peut se passer à côté. Donc, clairement, une banque qui dit, si t'es pas client aujourd'hui, je te prête pas, mais c'est incroyable. Moi, si je sais que dans la banque dans laquelle je travaille, si j'entends un conseiller dire ça, mais je vais le cartonner. Et c'est normal en plus, parce que tu peux pas dire ça. Ça veut dire, imagine, demain, je suis boulanger, tu viens dans ma boulangerie, tu veux acheter une tarte aux fraises et 2 baguettes. Moi, je te dis, mais je t'ai jamais vu. Non, tu peux sortir. Mais c'est bon. Exactement ça. C'est incroyable. Et moi, ça m'est arrivé. Mais aujourd'hui, on est des banques de proximité. C'est clairement la banque du coin de la rue, tu vois, que ce soit Crédit Agricole, Banque Populaire, Crédit Mut, elles sont toutes aussi bien les unes que les autres. La banque a besoin de nouveaux clients pour vivre. Donc clairement, la politique des banques aujourd'hui, oui, les vannes se resserrent, mais c'est pas la volonté des banques. C'est encore une fois
tout ce qui se passe autour de l'économie, il y a plein de trucs. Il y a la guerre en Ukraine qui pèse lourd, il y a l'inflation qui pèse très très lourd. Ouais. Nous, les banques, en plus de ça, on est aussi bloqués par le critère inflationniste, c'est-à-dire que ça, c'est pareil, les gens ne le savent pas. Mais aujourd'hui, EDF ou Total Energy, pour pas les citer, ça leur pose pas de problème d'augmenter leur tarif de 30%, voire de 50%, voire de 100%. Nous, à la banque, en termes de hausse des prix bancaires, on est plafonné par le gouvernement à 4 ou 5%. Le maximum qu'on puisse faire, c'est ça. Donc ça veut dire qu'une carte, au lieu de la vendre 40 balles, tu vas pouvoir la vendre 41,5. Tu vois. Donc il faut aller chercher des billes pour pouvoir se battre. Tu vois, tu as les intéressements de participation des banques qui sont en train de chuter cette année-là aussi parce que les marges d'intermédiation sont plus faibles, etc. Donc quand j'entends un discours comme ça qui dit on n'a pas besoin de clients, c'est incroyable. Pourtant, ça se passe, certainement. Encore une fois, oui, les vannes sont plus... Alors, elles sont plus ouvertes, elles sont de plus en plus fermées. J'espère qu'elles vont se réouvrir parce que clairement, il faudra que ça change. Je pense que, honnêtement, après, c'est un point de vue personnel, mais je pense que la situation du conflit en Russie et en Ukraine, s'il est résolu un jour, et rapidement, j'espère, ça va résoudre énormément de problèmes sur plein de choses, sur l'énergie, sur les financements, sur les passoires énergétiques, sur tout ça, ça va régler énormément de problèmes. Donc, j'espère, mon Dieu, que ce conflit va rapidement terminer. Et ça remettra les choses dans l'ordre parce que je pense que c'est ça qui nous pèse vraiment lourd aujourd'hui. Et après, en termes d'inflation et de retour sur ce qui va se passer, j'en sais rien, mais clairement, on ne pourra pas rester dans des situations comme ça. Je trouve ça normal, moi, personnellement, même si ça m'embête, que les banques privilégient les résidences principales et les primo-accédants plutôt que nous, les investisseurs, même si ça nous embête. En vrai, c'est logique et ce serait pas normal que quelqu'un qui veut acheter une résidence principale puisse pas le faire parce qu'un investisseur... C'est ça. Je suis désolé d'aller à l'encontre de ce qu'on pense parce que c'est clairement ce que je pense aussi et ça m'embête si une banque me dit non aujourd'hui, mais je trouve ça aussi normal qu'elle puisse redynamiser le truc avec des résidences principales pour revenir un peu à ce qu'on était il y a 4-5 ans et qu'elle puisse redynamiser le truc en disant ok, le marché de la RP il va mieux, il n'y a pas eu de bulle immobilière, maintenant on peut réouvrir les vannes sur l'immobilier locatif et y aller quoi. Donc je pense qu'il faudra passer par là. Mais voilà. J'ai une dernière question avant de clôturer cet épisode. Justement, on parlait de la résidence principale. Il y a beaucoup de banques qui disent vous n'êtes pas propriétaire de votre résidence principale. On ne peut pas vous financer sur un projet d'investissement locatif. Alors ça, c'est tout à fait vrai. Et tu vois, on en parlait tout à l'heure et c'est un critère aussi d'une grille de délégation. À partir du moment où chez nous, tu n'es pas propriétaire de ta résidence principale, par contre, ils ont une clause où avoir 1 an de loyer d'avance. Chez nous, c'est ça. Tu vois, il faut que tu aies 1 an d'épargne de côté. Et ou que tu sois propriétaire de ta résidence principale, mais en tout cas, si tu as un des deux, c'est OK. Effectivement, c'est pas qu'ils refusent, c'est que c'est hors délégation. Voilà, tu peux très bien te faire accepter un dossier malgré le fait que tu sois pas propriétaire de ta résidence principale. C'est pour ça qu'on dit ça, parce qu'on en entend vraiment des belles aussi, des fois. Parfois, en rendez-vous, les gens tombent sur des conseillers qui leur disent... c'est même pas la peine, vous n'avez pas votre résidence principale. Parce que c'est même pas la peine. Mais parce qu'on est sur de la compétence des conseillers. Voilà, parce que je suis certain. Donc ce n'est pas une règle gravée dans le marbre. Je suis certain que ces conseillers-là, je vais en entretien avec eux. Je leur dis montre-moi ta grille de délégation. On regarde ensemble ce qui est marqué dessus. Il n'y a pas marqué ça. Il y a marqué que si tu n'es pas propriétaire de ta résidence principale, tu n'es pas en délégation pour signer. C'est un petit peu différent c'est même pas la peine de demander. C'est clair, c'est carrément complètement différent. Exactement. Et c'est ce qui se passe. Crois-moi, c'est ce qui se passe. Donc c'est parce qu'on a encore une fois un problème de compétences. Moi, je suis très content d'avoir pu donner ma compétence au Crédit Agricole parce qu'on a une école de formation sur les banquiers qui est exceptionnelle et ces choses-là sont apprises et poussées pendant la formation des banquiers pour qu'ils soient complètement sereins derrière avec le discours qu'ils ont à tenir en termes d'octroi de crédit quand ils ont un investisseur en face. C'est pas le cas de toutes les banques et il y a un problème de compétence et d'humain qui est en face. Maintenant, effectivement, aujourd'hui, c'est encore une fois, on est sur des fausses croyances. On est en France, mon Dieu, si t'es pas propriétaire de ta résidence principale, c'est compliqué d'aller acheter un appart. Pourtant, on sait tous les trois que clairement, si tu veux réussir dans l'immobilier locatif, la résidence principale, c'est peut-être la dernière chose à faire, ou en tout cas peut-être le faire après. Ou peut-être faire comme Anto et le faire en même temps, mais qu'elle soit pas un passif en tout cas pour ce que tu fais. Donc voilà, il y a toujours des solutions. Et encore une fois, nous, au Crédit Agricole, c'est soit tu es propriétaire de ta résidence principale, soit tu as 1 an de loyer d'avance de côté en épargne pour prouver à la banque que tu es solvable et que tu vas pouvoir passer sur un investissement locatif. Parce que moi, il y a ma conseillère qui me l'avait sorti. Pourquoi vous achetez pas votre résidence principale et tout. Après ça, ils donnent leur avis aussi des fois. Mais moi je lui ai dit clairement, aujourd'hui, là où j'habite, si je veux la même chose
le même logement dans lequel je suis en location actuellement, C'est x2. j'en aurais pour quasiment. 270 000 euros. Le crédit serait de 1 500 euros. Là, j'ai un loyer de 720 euros. x2, c'est ça. Voilà, c'est x2. Donc aujourd'hui, comment on fait ? Ouais. Par contre, si vous me financez sur 270 000 euros et je paye cette mensualité, go. Ouais, go, on va faire un immeuble. Non, mais Après, on disait tout à l'heure, faut tout se dire, faut être transparent. Sur un premier dossier, tu peux aussi, si vous êtes vraiment bloqué par rapport à ça, vous pouvez dire à la banque, c'est ma résidence principale. Ouais. C'est ma résidence principale, et puis après, vous faites ce que vous voulez. De toute façon, ça peut changer. Tu peux vouloir que ce soit ta résidence principale et derrière le mettre en location. Et bien aussi. sûr. Bien sûr, je Bien dis sûr. pas de mentir aux banquiers parce que c'est clairement quelque chose qu'il faut pas faire. Maintenant, si la seule condition pour laquelle ils vous financent pas, c'est que c'est pas votre résidence principale, c'est quoi, go, c'est ma résidence principale. oui, puis moi, on a des membres, ils ont été totalement transparents avec leurs conseillers en leur disant, écoutez, là, ça peut être compliqué de le faire passer en tant qu'investissement locatif. Et c'est eux qui ont apporté la solution au banquier en disant, si on le fait passer en résidence principale, alors que ça va générer des revenus, est-ce que ça peut passer ? Et du coup, ils l'ont monté comme ça. Ouais, Mais le banquier était totalement conscient. T'as aussi des banquiers qui te disent, c'est ce qui m'est arrivé sur le dernier, ça me fait sourire. T'as la banquière qui dit, bon, en locatif, c'est mort, il y en a trop. Par contre, vous n'êtes pas propriétaire de votre résidence principale ? Non. Bon, on va le passer comme ça. C'est la banquière qui m'a dit ça. Voilà. C'est incroyable, mais c'est la vérité. Mais au moins, ils cherchent des solutions. Ouais, j'avais quelqu'un en face qui qui cherchait le besoin et se dire, quoi qu'il arrive, je serai payé. Ce projet va bien se passer. Ouais, c'est elle qui me l'a voilà. proposé. C'est top, du coup. Mais voilà, comme quoi, encore une fois, c'est l'humain. Tu peux très bien avoir un très bon agent immobilier et une grosse buse qui ne lève même pas les yeux quand tu lui parles. Et ben la banque, c'est la même chose. Il faut trouver le bon interlocuteur. On en reviendra toujours de toute façon à cette partie-là. Ben, Yes. c'est top, c'est une conclusion parfaite pour cet épisode. Merci beaucoup. Ah oui, sinon, j'allais oublier. Si on veut te suivre, te contacter, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Est-ce que tu as des réseaux Ouais, alors j'utilise quasiment principalement, et c'est le seul. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Thibaud avec un D à la fin, donc thibaud.aime. Voilà, vous allez me trouver facilement sur Insta, et il y a quasiment que là, et je réponds à tout le monde en DM, en story, ce que vous voulez. Vous pouvez me contacter avec plaisir et on échangera même sur vos projets. Alors forcément, je ne peux pas aller dans le détail de chaque financement, Ouais, etc. bien sûr. Mais si vous avez des questions sur les faisabilités, etc., n'hésitez pas, vous venez sur Insta, on chape ensemble, il n'y a pas de souci. Mais c'est top. Merci beaucoup, Parfait. Thibaut. C'est moi Merci, qui vous remercie Thibaut. de l'accueil. C'était un plaisir d'échanger avec vous. C'était riche. Oui. Ouais, Et puis, plaisir partagé. et Ouais, puis- on a dit beaucoup de choses. Je pense que ça va être Ouais. un bel épisode. ouais, ça va être cool. Merci de m'avoir reçu, les gars. Et puis à bientôt dans un prochain Merci à épisode. toi. À À bientôt. bientôt. Ciao. Ciao.